Bernd Schneider, 2 tours de suite, passe à l'intérieur du virage au ras des pneus. Ah oui. En fait, il prend un shortcut d'au moins il prend une pas le quinzaine de couloir, mètres. quoi. En Ouais. fait, mais vraiment, et il passe à une vitesse. Personne n'a jamais vu une voiture passer à cette vitesse-là à Mulsanne, quoi. Est-ce que toi, dans ton inconscient, quand tu as découvert les 24 heures du Mans, ou quand ton père t'a fait découvrir les 24 heures du Mans, t'avais pas déjà des voitures Ah ouais. qui prêtaient pas nécessairement attention parce que tu regardais les top marques et tout, mais tu te disais, ah celle-là, peut-être que rien que la déco, un pilote, etc., pourrait t'y faire revenir plus tard. Je pense. Des voitures anachroniques ont-elles déjà gagné les 24 heures du Mans? Mhm. Alors, tu l'as ou pas si tu nous lances? Non, F1 non, GTR, je trouve que c'est une... je sais pas, le diesel, en fait, histoire, quoi. les dernières victoires du diesel aux 24 heures du Mans, est-ce que c'était pas aussi un peu anachronique? C'est vrai, c'est vrai. J'ai le souvenir notamment en 2017, sur le béton, il faisait une canicule. Je crois que j'ai jamais eu aussi chaud de toute ma vie, je crois. C'était impressionnant et il y avait des gens qui faisaient des malaises autour de nous. J'étais avec un copain à l'époque. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur multicarte, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors un numéro un peu spécial cette semaine parce qu'on va aborder le monde de l'historique. Vous le savez, dans l'Endurance Club, on a pris l'habitude de donner des chiffres, des petites infos, des statistiques afin de vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tous vibrer. On a l'habitude de parler de l'endurance moderne, mais là Geoffroy, on va parler de l'endurance historique, un monde dynamique, s'il en est évidemment. Et on a profité de nous retrouver au salon Rétromobile parce que oui, on a enregistré ça il y a quelques semaines. Donc on est en février pour préparer cet épisode spécial, un épisode spécial qui voit non pas 2 personnes parler, mais on sera 4, Geoffroy. On multiplie les effectifs par 2 aujourd'hui. Bah ouais. oui, exactement. On est comme ça, on ne se refuse rien ici dans l'Endurance Club. On a l'habitude et on a l'honneur surtout de pouvoir recevoir 2 invités de marque. On commence par Julien Ergaud, directeur de l'agence Classique Média, agence de communication spécialisée dans l'automobile historique et plus de 15 ans d'expérience. Bonjour Julien. Bonjour Anthony, bonjour Geoffroy, bonjour tout le monde. Très très heureux d'être avec toi, c'est vraiment génial. On se réjouit de pouvoir évoquer donc le monde de l'endurance historique. Tu es le bienvenu dans l'Endurance Club et tu n'es pas le seul à être le bienvenu puisque Nicolas Pasquale est également avec nous, diplômé d'histoire, rédacteur en sport mécanique. Tu écris notamment pour Spirit of Le Mans, pour le site officiel de l'ACO et tu es auteur d'un mémoire et ça me plaît. L'innovation aux 24 heures du Mans de 1923 à 1939. Je crois qu'on est vraiment dans l'historique. Ça parle. Salut Nicolas. Salut à tous, merci Anthony, merci Geoffroy de me recevoir et bonjour à Julien. Bon, et ben, en tout cas, dans ce numéro, je crois que tu as préparé quelques questions, Geoffroy. Donc là, pour l'instant, je prends la main, mais t'hésiteras pas. C'est ça, en fait, ça va être en 2 parties. Une première partie où on va parler un peu du monde de l'historique. Mais pas n'importe quel historique, en fait, les compétitions qui ont lieu actuellement, en fait, les compétitions modernes de voitures historiques. Et puis la deuxième partie, ça sera un peu plus léger. J'ai prévu des questions un peu sur l'histoire de l'endurance, notamment des 24 heures du Mans, parce que On te voilà, on a connaît. 2 spécialistes avec nous, qui sont des amis aussi, hein, c'est pas de trahir un secret. Donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse exploiter les connaissances autour de la table. Bon, effectivement, tu parles de compétition historique, donc on a Peter Otto notamment, on a HVM Racing, qui sont des organisateurs de courses historiques. On parle d'automobile hein, évidemment parce qu'il y a aussi des courses historiques à moto mais c'est pas du tout le sujet et puis le monde de l'endurance historique puisqu'on a nos spécialistes avec nous pour essayer d'en parler donc ça va être aussi quelque chose d'intéressant. Je voulais commencer par évoquer peut-être des disciplines et des épreuves qui ont lieu en 2025 Julien, notamment si on parle de Peter Otto, on sait que c'est l'organisateur du Mans Classique donc ça c'est une épreuve redoutable justement, tous les 2 ans on se retrouve au Mans. Parle-nous un petit peu des courses historiques que l'on peut retrouver cette année. Bah oui, et comme tu le disais, c'est une très grande année cette année, une année Le Mans Classique, donc ça va monopoliser l'attention de tous les concurrents et de tous les passionnés en France. On sait Le Mans Classique, c'est 230 000 spectateurs la dernière édition il y a 2 ans, donc beaucoup de monde attendu. Et puis à côté de ça, on a toujours les classiques, donc les rallyes Tour Auto, Monte-Carlo qui vient de se dérouler, Monte-Carlo historique, Tour de Corse historique, et puis les événements à Goodwood, il y en a plusieurs dans l'année, le Revival, le Festival of Speed. Voilà, enfin, il y a des événements, à vrai dire, il y en a tous les week-ends d'avril à octobre à peu près. Hein. Ça c'est dingue, tiens tu parles d'avril, je rebondis avec notamment le Grand Prix de France historique hein, dans le sud de la France. J'aurai l'occasion d'y être, alors voilà j'en profite évidemment, je sais pas quand est-ce qu'on va mettre en ligne cet épisode, mais voilà vous savez en tout cas les différents rendez-vous. Nicolas, ça t'attire toi les courses comme ça historiques justement?
Oui, bien sûr, effectivement, c'est plaisant de voir l'histoire rouler sur la piste encore à l'heure actuelle. C'est l'occasion de voir des modèles exceptionnels, surtout le Mans classique, parce que c'est dans ce cadre historique des 24 heures du Mans, sur le grand circuit. Donc, j'ai eu la chance de travailler pour Peter Otto en 2023, Ouais. et c'était juste incroyable. Le monde qui est présent, les ventes aux enchères, c'est juste un événement de fou, quoi. Il faut y être. Ça, il faut y être, effectivement. Julien, moi, je voulais évoquer, et après, je te laisse la parole, Geoffroy, hein, parce que je vais monopoliser la parole, mais je suis tellement content d'être avec vous. L'évolution des courses historiques, elle est fantastique. Enfin, vraiment, depuis quelques années, on le voit, parce que c'est quoi, 2002, hein, le Mans classique, la création. Le Mans classique, c'est 2002. Après, les courses historiques en France remontent à 1964. Les Coupes de l'Âge d'Or, hein, ça a été le Ah la premier vache. événement organisé en France, organisé en marge du Grand Prix de France à Rouen-les-Essarts. Donc ça, c'est a priori la première course historique qui a été organisée. Ça Donc, roulait avec quoi du coup là? avec des voitures d'avant-guerre, donc c'était Ah déjà, ouais. à vrai dire, c'était déjà des voitures qui avaient 50 ans, donc c'était déjà de l'historique. Mais à l'époque, on parle vraiment des prémices, c'était des gens qui avaient gardé ça dans leur garage, qui les sortaient comme ça. Enfin, c'est un monde qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui en historique. Mais donc, pour en revenir à ta question, oui, le développement depuis les années 60 n'a cessé d'évoluer, mais si on remonte pas si loin que ça, dans les années 90, donc le Grand Prix de l'Âge d'Or qui était organisé à Montlhéry, on était encore sur une époque où les voitures arrivaient sur une petite remorque Ouais. et sur quelque chose de très amateur, hein, avec des voitures qui n'étaient pas forcément super bien réglées parce que les gens roulaient rarement avec, donc elles démarraient quand elles avaient envie de démarrer, et puis sur un plateau de 60 voitures, il y en avait 20 qui font Bah à oui. une arrivée, donc là-dessus, le monde de l'historique aujourd'hui n'a plus rien à voir, c'est devenu hyper professionnel. Alors justement, tiens, je rebondis, et après, je te laisse vraiment la parole, Geoffroy, il me fait la tête. Je suis là je aussi. sens. Hein. On les a fiabilisées, ces voitures, ça c'est quand même dingue. Elles sont Ouais. même peut-être même plus fiabilisées qu'à l'époque, en fait. Ah ben exactement, là tu mets vraiment le doigt sur le cœur de l'historique, c'est qu'aujourd'hui on a des préparateurs qui sont vraiment devenus hyper professionnels, certains spécialisés sur vraiment un type de voiture ou une marque, avec des préparations spécifiques, et puis on a des constructeurs qui sont capables de refaire entièrement des moteurs d'époque, de les sortir, en fait, de faire des moteurs neufs, des moteurs de Jaguar ou autres, de faire des moteurs complètement neufs qui sont parfaitement identiques aux moteurs initial. Donc les voitures ont une fiabilité aujourd'hui exceptionnelle, et puis les performances aussi, parce que les essences ont évolué, les pneus ont évolué, les cols ont évolué, les soudures sont de meilleure qualité. Donc Ouais. en fait, même une voiture histo peut rouler aujourd'hui un peu plus vite qu'elle ne roulait à l'époque, préparée par le constructeur. C'est ça. Et même, j'irais même plus loin, c'est que le format des courses, par exemple pour les courses d'endurance, vu que c'est ce qui nous relie aujourd'hui, des voitures qui galéraient à faire les 24 heures du Mans, je pense tu vois, à des groupes C par exemple, ou même des groupes 6, groupe 5, des voitures dont le moteur pétait au bout de 4-5 heures. Il y a quelques pépites sur Endurance Mag, d'ailleurs. Ah mais tu vois, des voitures où tu savais elles ont un palmarès sur 24 heures du Mans qui est naze totalement. Là, dans des courses historiques, elles peuvent prétendre à la victoire en fait. Et même, je pense même à des voitures mi-90 ou début 2000, des voitures que certains ont peut-être oubliées, parce qu'elles n'ont pas gagné ou elles n'ont pas fait de podium ou machin. En fait, c'est des voitures qui sont redoutables sur une épreuve de 40 ou 45 minutes, quoi. Ça, c'est ça qui est incroyable. C'est intéressant ce que tu dis, Geoffroy. Je pense que c'est la chose qui peut peut-être un petit peu choquer le néophyte qui vient pour la première fois au Mans classique ou ailleurs. Il vient voir une course de groupe C, il a en tête que les Jaguars sont devant avec les Mercedes. Et puis, là, tu il vois voit une Gebhardt passer première. Ça peut un peu surprendre au début, oui. mais en fait, c'est ce que disait Geoffroy, c'est que finalement, c'était des voitures qui étaient peut-être pas si mal conçues que ça. Et puis, quand elles sont bien préparées, finalement, elle arrive à rivaliser avec des voitures avec puis lesquelles elle n'avait aucune chance de... des blocs moteurs où tu savais qu'ils allaient fissurer au bout de 6 heures, là, sur 1 heure, ça le fait. Et puis, comme tu dis, ça a été fiabilisé avec le temps, donc... je trouve ça cool. Finalement, il y a peu d'abandon aussi, tu vois, sur des courses de 45 minutes. Par rapport à l'époque. Par rapport à l'époque. Et puis, et par contre, il y a aussi un autre phénomène, peut-être qu'on va en parler un peu après, mais c'est aussi que, ça tu l'as un peu dit, mais dans les courses historiques, les mecs se battent aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste ils viennent avec des bagnoles et ils prennent du plaisir, ça c'est déjà le cas, mais il y en a qui se battent vraiment, qui sont en mode ils veulent gagner la course, quoi. Ouais, c'est intéressant, je vais rebondir là-dessus. Après, je te pose une question, Nicolas. Les pilotes, justement, il y a des spécialistes de l'historique, Julien? Alors, il y a des spécialistes de l'historique, il y a aussi beaucoup de pilotes professionnels, jeunes retraités qui se mettent à l'historique, mais même certains qui sont encore en carrière. Et À aujourd'hui, Goodwood, notamment, hein, on a le Goodwood revival. notamment, Hein. mais même au Mans classique. Si Ouais. vous venez au Mans classique cet été, vous verrez qu'il y aura bien une vingtaine ou une trentaine de pilotes professionnels. Et aujourd'hui, les gentleman drivers aiment bien être accompagnés quand même d'un professionnel, parce que
le gars sait régler la voiture. Une groupe C, même bon, pour un amateur, c'est quand même pas une voiture facile à prendre en main. C'est clair. Et je pense que c'est pas mal d'être accompagné par un professionnel qui va savoir la régler et puis donner quelques conseils d'utilisation Oui, c'est ça. avant de prendre la piste. Je me souviens d'Emmanuel Collard notamment. Donc les pros sont pas forcément tous là pour claquer des temps. Il y a des pros qui sont vraiment reconvertis un peu en coaching D'accord. et qui c'est bon, leur carrière elle est faite, ils ont rien à prouver, ça les dérange pas de finir en milieu de plateau et eux leur intérêt c'est que leur client soit satisfait, le gentleman driver soit content de sa voiture et d'avoir fait une belle course avec, quoi. Alors Nicolas, je voulais rebondir parce qu'on a parlé de la découverte du Mans Classique. Toi, tu l'as découvert justement cette épreuve. Comment tu l'as abordé? Je l'ai plongé dans le grand bain là. Effectivement, avec Geoffroy, on l'a découvert. Il me l'a fait découvrir plutôt. Ouais. J'étais jamais allé au Mans Classique, bien sûr, tout le monde m'en parlait depuis des années et Quand tout. même. Effectivement, c'était une claque. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est de ressentir les émotions qui étaient données aux spectateurs à l'époque. Les bruits, les odeurs de 1900, des années 20 jusqu'au début des années 2000. Et ça, c'est assez impressionnant. Et ça permet vraiment de voyager dans le temps. Et ça rend l'expérience vraiment unique. Est-ce que ça t'a replongé dans ton mémoire? Bah, un peu, effectivement. Ouais. Mon mémoire, il se centre surtout sur les 24 heures des années 20 et 30, ce qui ne sont pas les plateaux les plus suivis en Ouais, mais général. Il y en a, bien sûr. Mais oui, effectivement, parce qu'on est dans cette ambiance, il y a les habits, il y a c'est toute une ambiance, c'est toute une décoration. C'est vraiment un décor en fait. Et c'est ça qui est très bon, quoi. C'est vrai, non, mais carrément, c'est vrai que Peter, ils ont. Je sais qu'à une époque, c'était mal compris, mais parce que 2002 ou même 2004, je crois, ils ont instauré ce côté dress code. Il y a des gens qui avaient peur, en fait. Ils voyaient le programme, ils se disaient, putain, il y a un dress code, faut que je vienne obligatoirement avec une chemise et tout. En fait, non, le dress code, c'est juste de dire, vous baladez pas torse nu, quoi. Oui, ou en short. Ouais, en short, à la limite, tu peux, mais c'est juste que. En fait, c'est juste inciter les gens à faire un petit effort. Si vous pouvez avoir une tenue un peu sympa, un peu originale et mettre une chemise ou en tout cas avoir peut-être collé au look d'une époque, en fait, ça apporte au décor, quoi. Et c'est vrai que quand tu te balades dans le village, moi, je l'ai déjà dit, je me tire un peu une balle dans le pied, mais Oula. je l'ai déjà dit plein de fois, je m'auto-censurerai. Il y a des éditions du Mans Classique où, franchement, je prends plus de plaisir que les 24 heures du Mans. Je parle en termes d'ambiance globale, c'est juste incroyable. Je mesure ce que je dis parce que maintenant, avec les nouvelles éditions, avec le renouveau, avec l'arrivée des hypercars, etc., voilà, on a des éditions exceptionnelles du Mans. Mais le Mans Classique, par exemple, tu pars sur du 2018, il y avait une ferveur au Mans Classique incroyable. Et des gens qui peuvent vraiment tout découvrir. En fait, la proximité des voitures, etc. Tu sais, c'est un peu les anciens qui disent on a perdu la proximité avec le paddock, avec les voitures. Le Mans Classique, clairement, tu l'as. Enfin, c'est juste incroyable. Alors moi j'ai une question, Julien, sur justement le décorum un petit peu. On avait les Grands Prix d'élégance, qui existent toujours d'ailleurs. Et là maintenant, même en compétition, on a aussi finalement cette envie de revivre comme dans les années 80, 60, 70, je sais pas quoi. Ouais, alors là, c'est ce que disait un peu Geoffroy. C'est le grand combat de Patrick Peter là, depuis qu'il a créé le Mans Classique, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens viennent un peu élégants au Mans Classique. À vrai dire, en France, c'est dur. Hein. C'est très, on n'est pas à Goodwood, c'est très très difficile. C'est ce que je veux dire. Si des gens veulent vivre cette expérience, je pense que le mieux reste quand même d'aller au Goodwood Revival où vraiment là, tout le monde joue le jeu. En France, c'est plus compliqué. Et j'avoue que moi-même, j'ai quand même, je suis un peu mitigé sur la question. Moi, les 24 heures du Mans que j'ai connues des années fin 80, début 90, en fait, j'ai jamais vraiment connu une époque où les gens venaient saper sur un circuit. Donc pour moi, quand Patrick, je travaillais à une époque avec Patrick Peter, quand il parlait de ça, j'avais un peu du mal à comprendre parce que quand on regarde même les photos des années 70 de l'époque Matra ou quoi, les gens sont torse nu en bord des pistes. Donc, c'est clair. Donc je me dis, est-ce que vraiment cette époque a existé aux 24 heures du Mans? Alors sûrement un peu avant-guerre et au début après-guerre, mais finalement... Ouais, c'était la sortie en fait. Finalement, c'est peut-être pas si représentatif de ce que sont les 24 heures du Mans. Donc j'avoue que moi là-dessus, je suis un peu mitigé sur l'histoire du En fait, c'était un peu la sortie... Enfin, pardon, une petite anecdote familiale. Moi, je sais que mes grands-parents se sont rencontrés aux 24 heures du Mans, par exemple, en 55. Oh, je le savais pas. Et genre, ouais, c'est vrai. En 55 Et du coup, en fait, c'était la sortie, c'est-à-dire que t'avais le bal des pompiers, t'avais le bal des 24 heures du Mans le samedi soir. Et enfin, je sais que ma grand-mère m'avait raconté, quand t'allais aux 24 heures du Mans, elle habitait dans un bled pas très loin, c'était la sortie, quoi. Donc évidemment, les messieurs étaient bien habillés, les dames, enfin, tu vois, il y avait ce côté, tu t'habilles par le 24 heures du Mans, quoi. C'était la sortie du coin, en fait. Donc il y a eu un peu cette époque. Dans les années 50. Après, moi, ce que j'aime bien, tu vois, au Mans Classique, c'est
il y avait, je sais plus quelle édition, mais une équipe qui s'est pointée avec une Jaguar XJR 14, ça doit être moto historique, et les mecs étaient tous habillés. Ah non, ça, c'est génial. Alors moi pour le coup là je suis Ah mais là c'est génial. ça, je suis fan de preneur. ça en revanche. Moi aussi. Quand t'as l'équipe Jaguar Silhouette qui est reconstituée, qui ont les petites servantes avec les outils tout aux couleurs Jaguar et Ça, je prends tout de suite. et le camion derrière qui est, enfin là quand t'as tout comme ça, c'est Ouais. sûr que Et là les spectateurs quand qui font on ça, parle de quoi. voyage dans le temps là pour le coup tu Ah, l'as Ah, vraiment, voilà, enfin, mais là je suis plus client de ça, je suis Ouais, mais il y d'accord a des avec toi Julien. spectateurs qui le font, tu vois, qui se pointent avec une veste un peu d'époque. Ça, je trouve ça, j'aime bien, quoi. Parce que être habillé en gentleman ou Oui, être ouais. habillé en, enfin Ouais. j'allais dire classe en tailleur, bon, c'est moins ce qu'on a connu dans les années 70-80 quoi. Ouais, je suis d'accord. Je voulais rebondir sur aussi une donnée qui est assez intéressante, c'est que les pilotes qui ont marqué l'histoire à l'époque sont réinvités. Et quand ils sont réinvités, je me souviens de Pescarolo qui était accueilli comme le Messi. Il y a Jean Ragnotti aussi qui a roulé de nouveau dans l'Alpine qu'il avait connu à l'époque avec Guy Fréquelin. Tu l'identifies comment ça justement, cette nostalgie que les gens ont et quand ils retrouvent des Gérard Larousse ou des Henri Pescarolo au Mont Classique? C'est toujours des moments vraiment incroyables, hein. Alors ce qui est amusant, c'est que là je parle un peu pour eux, mais on entend un peu toujours la même chose. Ces pilotes-là souvent sont un peu réticents parce qu'ils ont arrêté leur carrière depuis un petit moment, ils ont plus forcément envie de repiloter parce qu'ils ont peur d'être déçus par eux-mêmes, je pense quelque part. Et donc faut les forcer un petit peu et quand ils sont là et quand ils remontent dans la voiture et tous disent la même chose, qu'ils retrouvent leur réflexe Bah ouais. instantanément, l'emplacement des boutons sur le tableau de bord revient tout de suite en mémoire et à peine ils reprennent la piste qu'ils ont qu'eux aussi voyagent dans le temps. Donc ça, les retours sont à chaque fois les mêmes sur ce genre d'expérience. Et ça, c'est toujours génial de les voir, ces grands pilotes descendre des voitures avec des paillettes dans les yeux. Tu sens qu'ils ont voyagé dans le temps, quoi, en l'espace de quelques tours, hein. Ouais, c'est vrai que c'est dingue. Je me souviens que tu avais fait un podcast avec Henri Pescarolo où il te racontait ça, et moi il me l'a raconté dans Trajectoire aussi, où en fait il a roulé sur la piste du Mans Classique et il était face à Emmanuel Collard, et Collard n'avait pas le doublé. Et en plus, c'est souvent, alors Pescarolo d'autant plus, mais c'est souvent quand même des compétiteurs. Donc en plus, Bah oui. rapidement, c'est vrai qu'ils font deux tours un peu ralentis, puis rapidement, ils ont quand même envie de voir ce que ça Ouais, donne. non, mais carrément. Moi, j'ai une anecdote avec Gérard Larousse où il était inscrit aux 10 000 tours du Castellet et je l'avais appelé le lendemain. Enfin, en fait, je bossais avec lui et du coup, je lui demandais de me raconter la course. Et il était, triste comme un gamin de 20 piges parce qu'ils avaient eu un problème. Il fait, oh, on a mis un produit contre la pluie, là, la Renix, putain, c'était de la merde. Et puis, on a eu un problème de boîte et il était, déçu comme un mec qui a 20 ans qui fait de l'European Le Mans Series, tu vois. Et je lui dis, ah ouais, bah, c'est pas grave. Il fait, bah non, mais attends. Quand même, je suis pas venu venu là gagner. pour, tu vois. Et il était dégoûté, quoi. Ça me fait trop rire. Ça, c'était, il y a moins de 10 ans, tu vois. Et, ouais, il vient pas pour faire la figuration, en fait. Il dit, si je fais une course, c'est pour me battre. On visait la victoire de catégorie, quoi. Je fais, ok. Nicolas, toi, tu es sensible à ça, justement, aux pilotes qui arrivent, aux légendes, etc. Ou est-ce que c'est plutôt les voitures, toi, qui te font vibrer? Elle est bien, cette question. Ouais, T'as vu? Très bonne question, on me l'avait jamais posée. Ah, bah voilà. Je Et suis là. j'avais jamais réfléchi. Ah bah voilà, Du coup- merde, c'est un piège. Du coup, là, je réfléchis rapidement. C'est un peu des deux, réponse facile, mais je Ils sont dirais pas normand. pas du tout. L'opposé. Je dirais quand même les voitures, moi, D'accord. plutôt, qui me marquent parce que les pilotes, je les imagine dans leur époque. Donc, effectivement, c'est beau quand un Pescarolo ou un Collard revient, il roule des voitures qu'ils ont roulées quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient dans leur prime, quoi. Mais effectivement, c'est plus de voir les voitures en action, de voir les mécaniciens. Julien parlait des staffs Jaguar reconstitués avec les habits d'époque, avec les servantes. Ça me parle plus. Mhm. C'est plus l'esthétique du moment Ouais, d'accord. qui me plaît plutôt que de revoir les pilotes nécessairement. D'un point de vue extérieur, je trouve que on voit plus la voiture et après l'initié, il va savoir que Pescarolo a roulé cette voiture-là, etc. Et moi, j'essaie toujours de me placer dans la peau du spectateur un peu néophyte et vraiment ce qui tape à l'œil, quoi. Pour moi, c'est plus la voiture d'abord. Ok, je comprends. Le côté compétition, toi, Julien, c'est quelque chose qui t'intéresse ou pareil, est-ce que c'est la voiture, est-ce que c'est les pilotes? Enfin, qu'est-ce que tu vas rechercher dans ces compétitions historiques? Ouais, les deux. Alors je pense que je suis un peu d'accord avec ce que disait Nicolas. C'est quand même en premier lieu la voiture. Après, l'association des deux, c'est quand même la cerise sur le gâteau. Et notamment d'avoir le bon casque sur une voiture ouverte Ah ouais. dans la bonne voiture. je suis d'accord. Ça fait quand même toute la diff. Et même la bonne taille, des fois, on voit c'est malheureux, mais des pilotes un peu grands, notamment dans les monoplaces.
Ah bah, Ah, tout ils de suite, ressortent, en ça fait. casse un petit peu le charme de la voiture. Et par rapport à ça, une image l'an dernier à Dubaï, il y avait le Grand Prix là-bas avec Alain Prost qui a roulé dans la Ferrari de 91. Honnêtement, quand tu le vois dans la combinaison Ferrari d'époque, la bonne voiture, le bon pilote, la bonne combinaison, le bon casque, honnêtement, la magie, elle opère quand même complètement. Et tu vois quelques rides en plus, mais... Ouais, il y a quelques rides en plus, je trouve que la magie opère quand même. Et vous êtes client, je fais un parallèle, mais vous êtes client du genre putain, là je me lance dans un truc de Formule 1, Anthony, enfin tu m'aides. Oui, Mais vas-y, je t'aide. tu sais, il y a souvent des OP, genre là c'est quoi? C'est Hamilton qui avait roulé dans une ancienne McLaren de Senna à Interlagos ou un truc. Enfin, Ouais. ça, vous êtes client de ce genre de truc, ça vous. Ou je crois que Vettel aussi avait fait quelques trucs Vettel, comme bien ça. sûr. Il en a plusieurs des voitures Ouais. qui lui appartiennent, justement. Ça, t'aimes bien ou ça tu te dis, ah non, c'est vilain Je quoi. suis un peu de joker Ouais. sur cette question, sur cette question-là. Non, c'est une excellente question parce que mon avis est un peu mitigé. Des fois, j'ai l'impression que le pilote s'approprie un petit peu de l'histoire d'un autre et du coup, il en tire un bénéfice d'une certaine façon. Donc, je suis mitigé, je sais pas à quel point, tu vois, Hamilton, j'en sais rien, je sais pas à quel point, je sais qu'il est a priori très fan de Senna et que faire ça lui tenait à cœur, mais Vettel, on sait qu'il est gros connaisseur de l'histoire et enfin passionné des Bien hommes sûr. et de l'histoire de la fin. Mais non, mais c'est marrant parce que ouais, ça, c'est vrai que moi j'ai un peu, enfin c'est pas que j'ai du mal, mais quand je vois ça, Mais tu vois, là, tu parles vraiment d'opération promotionnelle. Ouais, Honnêtement, voilà, je suis c'est plus ça, fan de exactement. voir quelqu'un venir faire le Mans classique, Ouais, un ouais, pilote voilà. s'inscrire sur une voiture, vraiment courir avec, Pas juste un tour de s'intégrer dans parade, l'équipe quoi. et pas faire 2 tours de parade. Eh ben, attends. Où là, j'ai un petit doute, tu vois, sur Ouais. l'intention de Ça départ. y est, tu m'as lancé sur la Formule 1, t'avais Ah, qu'à pas, merde, hein, c'est ouais. c'est de ta faute. Hein. Mais le Grand Prix de France historique, quand tu revois Berger qui se remet dans la McLaren de l'époque et qui se retrouve vraiment voilà, bercé, tu te dis, waouh, c'est quand même quelque chose. Attends, Alain Prost l'année dernière, C'est ce que j'allais le dire. Ah, J'allais le rouler dire. dans Alain la Prost, voiture. dans sa première c'est McLaren de incroyable. Formule 1. Surtout c'était- qu'il a quand même dit, parce que j'avais la chance d'être à côté, et c'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir faire des compétitions historiques pour cette raison-là, évidemment. Il a dit qu'il n'avait pas remis ses fesses dans la voiture depuis son accident. Il était resté sous le rail, quoi. Et je pense que, je sais pas si tu as fait attention, mais il a roulé extrêmement doucement avec la voiture. Je pense qu'il est encore capable de rouler très vite à l'improche. J'ai pas trop de doute là-dessus. Ah On l'a oui. vu d'ailleurs avec la Ferrari à Dubaï. Là. Et je pense honnêtement, c'est pas une voiture dans laquelle il se Non. sent super confiant. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Toi, t'as, Nicolas, cette envie aussi de retrouver des pilotes dans leur contexte historique, ou est-ce que toi, ça te parle un petit peu moins, justement, ça? Ça me parle, mais effectivement, vous avez pris les exemples d'Alain Prost, de Mm. Gerhard Ah Berger. non, mais vous l'avez lancé sur la Formule 1 aussi. C'est toi qui m'a lancé. C'est ta faute. Hein. Non, mais je trouve que ça marche plus en F1. Par D'accord. exemple, parce que en F1, c'est beaucoup plus identifié. C'est un Mm. sport de pilote, la F1. Tandis Il y que a un rituel, il l'endurance, y a beaucoup de historiquement, trucages, ouais. c'est un sport de constructeur d'abord. Ouais. Et D'équipe, C'est ouais. la différence que j'en fais. C'est vrai que Prost, voilà, on a tous l'image en tête, Prost dans sa Ferrari ou dans sa McLaren. Pescarolo, c'est plusieurs voitures. C'est moins connu aussi. Il y a souvent une moins forte attache émotionnelle à Pescarolo qu'à peut-être. Enfin, je parle pour la majorité des gens. Ça, je parle sais pour, pas, ouais. Qu'à Alain Prost. Non, par contre, exemple. tu vois, je rebondis parce que Pescarolo sur l'épisode, je suis désolé, je fais la promo, mais tout le monde le sait que je fais trajectoire. En fait, il sait aussi se mettre en retrait, c'est ce qu'il m'a dit. Il y a des éditions où il se sentait être le leader, et puis des éditions où c'est le principe de l'endurance. Lui, il fait pas la qualif, il fait pas, c'est pas grave. Il se met au diapason. Quoi. Après, surtout, enfin, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Nico, Ah, mais pardon. enfin, non, mais quand tu pourras continuer après, c'est juste que je me dis, il y a ce côté aussi, t'as moins d'images iconiques qui sortent de l'endurance. En fait, tu vois, Pescarolo, tu peux le voir en combi Rondo, tu peux le voir en combi, enfin, je sais pas dans quelle équipe, tu vois, en combi Porsche, machin. Enfin, en fait, on a tous des images hyper différentes. Et... Ah bah Matra quand même, attends, t'as Oui, oublié. ouais, non, mais bah, tu vois, mais c'est pas forcément celui que je cite en premier. Moi, tu vois, Pescarolo, bah, j'ai connu des années où il était plus directeur d'équipe que pilote. Donc, Ouais. en fait, moi, les premiers souvenirs que j'ai, c'est plus de le voir en combi, PlayStation. en combi PlayStation sur le muret des stands. Alors que, bah, évidemment, oui, Matra, oui, bien sûr, mais tu vois, il y a plein d'images fractionnées, en fait, c'est ça le truc. Donc, alors qu'en F1, beaucoup moins. Le débat est génial, là. Je Ouais. pense que ça pourrait durer Ouais. des heures. Et honnêtement, j'adore tout ce que vous venez de dire, notamment Nicolas, sur l'histoire que la F1 est peut-être en effet plus associée au titre pilote, et donc on met plus en avant le pilote. Ouais, grave. Mais je dirais quand même, pour rebondir sur ce que tu disais, au Mans classique, j'ai une image de Pescarolo qui attend dans les stands avec son baquet à la main, Ouais, la clairement. combinaison Inaltera qui attend la voiture. Bon, là, t'as le casque vert, le mec qui est dans le stand avec son baquet à la main. Ouais. Honnêtement, là, tout revient quoi, quand tu vois ça. Et donc, ça marche aussi, ça peut aussi marcher en endurance.
Bien sûr, oui, évidemment, ça reste vrai pour l'endurance, mais je pense que pour la majorité des gens, c'est d'autant plus vrai pour la F1, Clairement. surtout Prost, Senna, ces époques-là que beaucoup ont connu et que beaucoup ont adoré, quoi. Ah oui, c'est clair, bah, c'est devenu mythique ce duel. Alors on se le faisait la réflexion récemment, Julien. Le duel Prost-Senna, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de vrais duels face à face, mais bah, dans l'imaginaire des gens, c'est sûr que ça parle. C'est peut-être ça aussi qui joue finalement dans ce côté historique, c'est que on se souvient de choses, même si c'est pas tout précis, mais au moins ça rappelle des émotions. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est tout ce qu'on recherche dans l'historique, hein, c'est à se remémorer des choses. Après, c'est intéressant ce que tu dis. Ce que tu disais quand même entre parenthèses, c'est qu'on a un petit peu tendance aussi à réécrire l'histoire. Mais là, on est en train d'un peu changer de sujet parce qu'on parle de course Vous historique. êtes de l'Endurance Club. Et là, on va parler d'histoire, mais c'est vrai que faut faire un petit peu attention avec ça. On a tendance à des fois à surexagérer ce qui s'est passé dans le passé. Mais c'est une bonne occasion, justement, les courses historiques, pour un peu rétablir les tailles, parce qu'on se retrouve entre gens passionnés. Souvent, les mécaniciens qui s'occupent des voitures sont oui. des bénévoles qui viennent, Qui étaient déjà à qui l'époque. étaient à l'époque. Donc, eux permettent de rétablir cette confrontation entre les journalistes, les gens, les fans qui viennent discuter avec eux, permettent de rétablir aussi une certaine réalité. Donc c'est super intéressant. T'as aussi, enfin là je fais un parallèle, faut pas partir trop là-dessus parce que je pourrais en parler des heures, mais t'as aussi les propriétaires de voitures, les actuels propriétaires, qui aiment bien, comme tu dis, alimenter un peu la légende de la voiture. Enfin moi j'ai des exemples en tête, je connais mieux le monde de l'endurance, mais en monoplace, il y a des mecs qui par exemple sont propriétaires de voitures qui ont fait de la Formule 1, donc de Formule 1, d'authentique Formule 1, mais c'est pas forcément les top modèles auxquels on pense, mais qui vont dire dans le descriptif à rouler en même temps que telle voiture. Enfin, tu sais, tu te raccroches aussi à un pan d'histoire. Genre, elle a fait Monaco, elle a pas fini, mais elle roulait en même temps que. Ouais, c'est ça. Mais, Elle a côtoyé Jackie Stewart. Bah oui, est-ce que ça lui d'accord. apporte quelque chose dans son histoire? Enfin, tu vois, faut faire attention effectivement, cette réécriture de l'histoire, quoi. Alors moi je vais rebondir Julien là-dessus sur l'engagement d'une voiture historique à une compétition historique. Est-ce que la valeur justement en devient meilleure? Est-ce que c'est un vrai sujet de se dire ouah, j'ai roulé au Mont Classique ou j'ai roulé à Montjuic Park ou je sais pas exactement. Alors là, sur la valeur des voitures historiques, il y a de quoi aussi enregistrer un podcast très très On long. en fera un. Et évidemment, il y a énormément de paramètres qui peuvent influencer la valeur d'une voiture, notamment ce que disait Geoffroy, hein, son palmarès. En fait, pour deux voitures parfaitement identiques, parfaitement authentiques, l'une a un palmarès, l'autre pas, et la différence de valeur peut être énorme. Et pour répondre plus précisément à ta question, en effet, le fait de s'engager à une compétition peut donner de la valeur à la voiture. En fait, elle va... Le fait qu'elle soit éligible à la compétition. Exactement, elle va juste prouver à l'acheteur que cette voiture a déjà fait un tour auto ou un Mans classique, donc elle est éligible à la compétition, et qu'en l'achetant, on a une bonne, pas une garantie, mais un bon espoir en tout cas de pouvoir participer, parce que c'est un réel enjeu. Un tour auto, il y a 230 places et le double de demandes chaque année. Le Mans classique, c'est à peu près la même chose, et du coup, il suffit pas d'avoir les moyens de se payer un Mans classique, il faut aussi avoir la voiture éligible. Ouais, Donc, ça c'est clair. Alors moi je voulais te solliciter Nicolas sur parce que t'as un œil un peu extérieur aussi parfois et ça je trouve ça intéressant sur cet engouement pour l'historique. Tu l'as vu toi un petit peu progresser cet attrait pour les courses historiques, pour le monde même de l'historique. Tu vois les voitures qui sont de plus en plus valorisées justement. C'est quoi ton regard là-dessus? Bah, pas tellement, ça aide pas vraiment ta question, mais enfin, moi j'ai commencé vraiment à rentrer dans ce milieu-là après les années 2020. 2020, 2021, où j'ai vraiment commencé à me déplacer sur les événements, d'abord les 24 heures du Mans, et ensuite le Mans Classique en 2023. Moi, j'en ai fait qu'un finalement. Donc, le Mans Classique, de ce que vous disiez, était déjà vraiment populaire. 2018, il y avait une vraie ferveur, etc. Donc, moi, j'ai pas vu réellement. Toi, t'es arrivé une fois que c'était ascension. déjà. C'est un peu ça, même si l'histoire m'a toujours passionné. Je faisais déjà des études d'histoire quand le Mans Classique était vraiment à des niveaux de popularité extrême. Mais effectivement, je peux pas dire que j'ai vu cette ascension cette progression de la popularité des événements classiques ou même de la voiture historique. Je suis encore assez jeune, je suis dans la vingtaine, donc nécessairement, c'est plus vieux que moi, quoi. Au contraire de nous trois, et donc Julien, comme on est des vieux. C'est marrant. Par contre, ce que tu vas avoir avec ton... Non, mais souvent j'en plaisante en plus, vu qu'il il est jeune, mais... Par contre, ce que tu vas voir, c'est que quand tu vas devoir vieillir, tu vas voir que des voitures que toi tu considérais comme pas historiques, en fait, deviennent historiques. Ouais. Ça fait mal de ouf. Parce que, en fait, je sais pas, les groupes C, tu vois, par exemple, moi... quand j'allais au début aux 24 heures du Mans, il n'était pas question de faire des courses de groupe C historiques, puisque c'était il y a moins de 10 ans, quoi. Toi, tu les as vus tourner, Julien, même, donc...
Enfin, je veux dire, voilà. Et au bout d'un moment, t'as Patrick Peter et puis d'autres organisateurs qui se disent, bon, réfléchis à intégrer un plateau groupe C au Mans Classique, tu fais, ah putain, bah ouais. Et puis maintenant, il y a Endurance Racing Legend, quoi. Donc, tu vas voir les voitures des P2, un jour, tu les verras rouler en historique, quoi. Mais est-ce qu'on peut pas déjà identifier, avec les émotions qu'elles nous procurent, celles qui, plus tard, réveilleront quelque chose en nous? Est-ce que toi, dans ton inconscient, quand tu as découvert les 24 heures du Mans, ou quand ton père t'a fait découvrir les 24 heures du Mans, t'avais pas déjà des voitures qui prêtaient pas nécessairement attention parce que tu regardais les top marques et tout, mais tu te disais, ah, celle-là, peut-être que rien que la déco, un pilote, etc., pourrait t'y faire revenir plus tard. Ah ouais, je sais pas. Putain, là tu m'emmènes loin. Mais en tout cas, ouais, ce qui est sûr, c'est que les premières éditions, j'ai senti qu'il y avait des caisses qui avaient un côté un peu intemporel. Et que ouais, si tu les recroises plus tard, t'auras toujours ces fameux effets dont on parle. Genre, tu vois Pescarolo en combi, in Altera, ou je sais pas, tu vois. Moi, c'était les Vipers, par exemple, je me souviens. Ah ouais, c'est clair. Je vois les Vipers, je me dis, mais. Attends, ça, il y a les jeux vidéo aussi qui jouent. Hein. Ouais, Gran Turismo a vachement aidé, mais moi, finalement, Gran Turismo est sorti après. Enfin, moi, j'ai découvert le Mans avant Gran Turismo. Mais effectivement, oui, ça a contribué à la populariser. Mais tu vois, la GT1, quand tu la vois, moi, c'est plus la CLR, on en avait déjà parlé, mais c'est le genre de cas, je me dis, mais il y a un impact, tu sais qu'elle te marque, et que si tu peux la revoir plus tard, tu auras toujours le même plaisir, en fait. Ouais, ça, je suis d'accord. Et c'est vrai qu'il y a des voitures, par contre, que tu calcules moins. Moi, j'avoue, les Ferrari 333 SP, c'était pas du tout mon truc, quoi. Mais pas du tout, quoi. Ouais, mais maintenant, j'aurais envie de les aujourd'hui, en revoir. historique, j'en vois une, Ouais, c'est ça. je suis à fond, quoi. Moi, la Jackie Chan DC Racing qui a failli gagner le Mans, LMP2, tu vois, je l'attends avec impatience en Donc, historique. ça répond quand même un peu à la question de Nicolas. Ça veut dire que t'aurais pas pu forcément anticiper à l'époque que tu passionnerais pour la 333 SP plus tard. Eh oui. Bah non, je pense pas, ouais. Non, mais je sais pas. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on peut pas Je prévoir. pense que moi, en ce qui me concerne, la rareté fait aussi son effet. Typiquement, sur les années groupe C, j'étais vraiment passionné. Moi, la 905, c'était la voiture de ma voiture de cœur quand j'étais gamin. Ça l'est toujours aujourd'hui, mais je suis aussi sensible aux voitures exotiques. Typiquement, une Lola T92 qu'on voit très rarement en groupe C. Bah, quand j'en vois une, tu sais que tu la croiseras pas souvent, donc tu tournes un peu plus autour. Une Brun C91. Ouais, non, mais franchement, il y a des voitures vraiment. Ah, mais là, il y a des trucs fous. Hein. Ah, c'est super intéressant. Attends, mais je voulais quand même te solliciter, Julien, sur le côté évolution, parce que si Nicolas ne l'a pas vu, cette évolution, toi, tu l'as quand même vraiment pratiqué. Et puis, il y a la Fédé de FFSA, je veux dire, qui est aussi là-dedans et voit bien l'intérêt avec le Grand Prix de France historique, entre autres. L'évolution, elle est énorme depuis, on peut situer à peu près 25 ans, au début des années 2000. Si on parle du Mans Classique, je pense que c'est le meilleur exemple. Première édition en 2002, 23 000 spectateurs. Ce qui était déjà respectable. Ce qui était, je pense, déjà une très belle première édition, une édition déficitaire à l'époque, mais belle première édition. Parce que le Mans Classique, c'est quand même 23 000 spectateurs, c'est pas beaucoup pour fermer le grand circuit, tout ce que ça implique d'organiser un événement sur le grand circuit des 24 heures du Mans. Il faut quand même à rentabiliser, c'est pas si évident que ça n'y paraît. Donc ouais, 23 000 spectateurs en 2002, 230 000 aujourd'hui, donc x10 quoi. x10 en 20 ans grosso modo. Donc oui, je pense que ces deux chiffres suffisent. C'est vrai que c'est quand même impactant. Et après, on passera à la deuxième partie, Geoffroy, mais j'ai quand même une question concernant les autos. Bah oui, tu parles, on est entre passionnés, donc on s'arrête jamais, ça va durer 4 heures. Tu vois les nouvelles autos, celles qui sont hybrides maintenant, t'as pas une crainte dans 15-20 ans que finalement le fait de les faire rouler soit une galère? Encore une question ultra intéressante. La question s'est réellement posée aussi il y a une dizaine d'années quand des gens ont voulu faire rouler des groupes. C'est quand le plateau groupe C Racing a commencé à prendre son essor et que des gens ont voulu faire rouler les dernières générations de groupe C, les 905, les Jaguar XJR 14, les 3 litres 5, voilà. Ces voitures-là, des moteurs de Formule 1, quoi. Où on était déjà sur des voitures sur lesquelles il fallait brancher un ordinateur pour la démarrer, il fallait 4 personnes autour pour mettre les moteurs en température avant de les démarrer. Donc il y a déjà plein de procédures. Et la question s'est réellement posée, est-ce qu'on sera capable de redémarrer ces voitures-là? Il y a des gens qui se sont lancés, donc comme Équipe Europe là, en Ile-de-France, qui se sont vraiment lancés dans ce projet-là, en allant rechercher les logiciels d'époque, les ordinateurs Magneti Marelli, enfin tout ce qu'elle a avec. Ça va même plus loin, mais on en a déjà parlé plein de fois, mais c'est genre, ils ont des ordis, par exemple, ils vont avoir un vieux Packard Bell de n'importe quoi 95, et surtout, il faut pas le connecter à Internet, en fait. Il faut que le PC reste figé dans sa configuration d'époque.
faut pas qu'il y ait une mise à jour logicielle parce qu'il faut qu'ils puissent continuer à communiquer avec la caisse. Enfin, Super Voilà, intéressant. exactement. Et ils ont réappris à faire fonctionner ces voitures-là. Alors, soit ils ont pris l'option que tu dis, Geoffroy, c'est-à-dire de Ouais. essayer de les Figer faire le rouler matériel. avec le matériel de l'époque, soit ils ont reconstruit des boîtiers C'est ça. en partant de boîtiers de LMP2 actuels, les boîtiers électroniques. Ah Et ouais. ils ont mis une électronique moderne dans la voiture, ce qui se voit absolument pas quand Bah on oui. voit une 905 rouler. On s'en fout qu'elle ait un boîtier de LMP2 à l'intérieur. Ça empêche pas non plus que la valeur puisse prendre quand même, on est d'accord. Et voilà, exactement, ça ça, altère pas, ça change rien, mais au contraire, c'est même pour le propriétaire, c'est super parce qu'ils ont simplifié les procédures de démarrage, donc ça c'est quand même T'as c'est de l'acquisition de que données du sur les caisses, il bénéfice. y en avait pas ou pas Et ouais, de l'acquisition de données, il y en avait déjà, mais c'était avec des mémoires extrêmement faibles, donc c'est super intéressant. Et donc pour répondre à ta question, la question s'est posée il y a une quinzaine d'années, le pari a été relevé, donc il n'y a pas vraiment de raison pour que les voitures qu'on voit aujourd'hui rouler D'accord. ne roulent pas en historique. On va préparer les gants pour éviter de plus tard. de faire de rester scotché à la voiture hybride, notamment Voilà. si elle est rouge quoi. Après, la question qui se pose toujours, c'est est-ce que les voitures d'aujourd'hui auront autant de charme, enfin, est-ce qu'elles feront rêver toujours Ah, je autant. pense que oui. Mais, tu vois, typiquement, je trouve que on parlait tout à l'heure de voir des LMP2 en historique. Honnêtement, moi, je trouve que les générations de LMP2 des années 2010 étaient très belles, ça faisait des super courses. Est-ce que c'est des belles voitures que j'ai envie de voir en historique? Je sais pas. Pas sûr, ouais. C'est vrai surtout. Non, mais en plus, les constructeurs, ben voilà, certains ont pris le pas, Oreca notamment, avec que des voitures Oreca 07. C'est vrai qu'il y a moins de variété, quoi. Ben, c'est sûr, mais je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Ce que a dit Julien était très intéressant également. Tu dis la Jackie Chan DC Racing, t'as hâte de la revoir et Bah tout, oui. alors que c'était une Oreca 07 Ouais, grave. lambda. Ouais, mais c'est l'histoire, tu vois, c'est Il y en ce a qui plus de a 100 généré. quoi, Exact. Anthony, il y en a, mais il y en a la chier quoi. Non mais c'est vrai. En fait là pour le coup je trouve que c'est la déco qui fera. Il y a des décos un peu plus iconiques mais là c'est vrai que cette période la surproduction des Oreca 07 fait qu'il y aura moins d'intérêt. Ou alors ils feront une coupe mais. Ouais, mais il y en aura une ou deux, comme la C'est DC ça. Racing. Ouais. Même si, oui, elle sera noyée dans les autres Oreca 07, dans l'histoire, hein, mais quand on va la revoir en historique, on va se dire, ah oui, cette année 2017, ce quasi-exploit, etc. Et il y a plein d'autres voitures qui risquent de procurer la même émotion au spectateur. Je pense à cette Corvette C7R qui crève dans les derniers instants en Oh, c'est 2017. clair. C'est une Corvette Face à Aston, ouais. Jaune. plus ou moins lambda. standard, Ouais. jaune et tout. Non mais ouais. Et- Non mais c'est vrai il a raison. On va l'associer à des images comme ça et ça peut procurer de l'émotion également. Et c'est le but en fait. Hein, Ouais, complètement. Et moi, je voulais aborder le côté communication parce que est-ce que finalement les équipes qui sont des spécialistes, tu parlais d'équipe Europe, mais il y en a bien d'autres évidemment, ont ce besoin aussi, un peu comme les équipes modernes, et ben dans l'historique d'avoir cette communication. Alors je dis ça évidemment en connaissance de cause, Julien, mais c'est vrai que c'est important ce besoin-là. Alors c'est vrai que là tu touches à un sujet qui me tient oui. particulièrement à cœur. Rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, je parlais tout à l'heure qu'au Coupe de l'Âge d'Or à Montlhéry, les gens venaient avec une voiture sur une remorque. Et en fait, en 20 ans, l'historique s'est développé d'une façon vraiment incroyable où on a vu les premières équipes arriver avec des semi-remorques et installer des motorhomes et commencer à se développer dans ce sens-là. Recevoir des VIP. Et aujourd'hui, si vous venez sur C'est vrai. un événement historique, un événement Peter Auto ou autre, le paddock n'a rien à envier à une course moderne. On a les mêmes motorhomes, les mêmes installations, les équipes sont staffées de la même façon avec tous les mêmes combinaisons. Enfin, tout est vraiment hyper carré, hyper pro. Et à côté de ça, on monte en salle de presse et c'est toujours vide. Donc en C'est fait, dingue. tout s'est développé. Les équipes ont grossi de façon énorme. On est passé de petites structures de 4 personnes à des équipes d'une cinquantaine de personnes. Et à côté de ça, la communication ne s'est pas du tout développée. Alors dans un premier temps, je pense qu'il y a quelques années, les équipes étaient très discrètes parce que les propriétaires n'assumaient pas forcément trop de rouler en historique, etc. Mais là-dessus, les choses ont un peu changé, se sont un petit peu décomplexées. Et aujourd'hui, on est sur une génération de gentlemen qui est content de montrer qu'elle roule en historique. Et du coup, j'ai l'impression qu'un retard énorme a été pris en communication, que les équipes ont envie de communiquer, ont besoin de communiquer. Et je pense en effet, par rapport à ce que tu disais, qu'il y a un gros retard à prendre. Et en plus, les fans sont hyper friands. On Mais le oui. voit Puis pendant des vidéos qui sont des faites, c'est vidéos magnifique. de voitures anciennes, ça cartonne. Et mine de rien, le son. Parce que les voitures modernes, elles sont moins intéressantes à ce niveau-là en tout cas. Et exactement, tout s'y prête. Donc je pense qu'en effet, il y a
de bonnes choses à faire. En plus, il y a des partenaires. Enfin, vraiment, il y a tout un univers qui s'est créé sur l'historique, un écosystème. Et je pense que la communication a pris un petit peu de retard dans cet écosystème. Classique Média est là. Voilà, Classique Média est là. On va tâcher d'essayer de faire avancer un petit peu les choses de ce côté-là pour donner encore une meilleure résonance au travail des équipes, des organisateurs et de tout ce monde-là, quoi. C'est génial. Et surtout, le truc aussi, c'est que dans la compétition moderne, il y a souvent aussi les intérêts des constructeurs, comme on le disait, là, l'âge d'or qu'on vit avec l'hypercar, c'est parce que les marques font du sport auto, parce qu'elles ont des produits à vendre. Ford qui vient d'annoncer son retour, Aston Martin qui va être là, BMW, enfin, je ne vais pas toutes les citer. Dans l'historique, en fait, il n'y a pas cet enjeu, sauf qu'en fait, si, puisque finalement, les marques, des marques qui ont participé au groupe C ou qui ont participé aux années 60, ou tu vois, à des grandes épopées de l'endurance, bah, il y en a qui pendant longtemps ont un peu oublié cette histoire et là elles se le rappellent. Enfin tu vois par exemple je pense à Goodwood mais Le Mans Classique est un peu aussi en train de monter vachement là-dessus. Bah, BMW ils ont une histoire super riche aux 24 heures du Mans, ils ont gagné qu'une seule fois mais ils ont une histoire de modèle au Mans qui est incroyable. Bien sûr, les hardcars et tout. Donc ils ont tout intérêt aussi à aller chercher dans ce patrimoine parce que je pense que le client BM aujourd'hui, je prends eux, ils sponsorisent pas, c'est un exemple. Non mais parce que t'es fan de BM. Ouais, aussi ouais, mais tu vois le client BMW d'aujourd'hui ou celui de demain, c'est bien de vouloir lui vendre une série 4 ou une voiture moderne, mais il faut aussi aller chercher un peu dans cette racine-là. Et je pense que le gars qui connaît pas trop l'histoire, mais qui va croiser une 3 litres CSL, il y a un moment dans sa tête, ça va faire quelque chose, quoi. Et donc, les constructeurs, tu sais, longtemps, on disait, ils parlent pas des anciennes voitures parce qu'il faut vendre les nouvelles. Donc, tout ce qui était historique, on n'en parle pas, ça sert à rien. Sauf que maintenant, ils vont quand même le chercher beaucoup. Et il y a de plus en plus de marques qui sont partenaires et ils ont ce besoin aussi de communication. C'est-à-dire que, voilà, une marque moderne qui veut s'associer à l'historique, comment elle fait ? Qu'est-ce qu'elle a comme activation? Et tu vois, je pense que là, il y a un vrai besoin de communication là-dessus, à aller les chercher et les ramener en leur disant, voilà ce qu'on peut faire comme activation, voilà comment on peut amener des VIP, voilà comment on peut associer une voiture moderne et une voiture ancienne, enfin voilà. C'est une communication qui est plus ciblée et donc qui demande aussi d'avoir une vraie connaissance. C'est en ça que Classic Media est là. Non mais c'est vrai. Exactement, ouais, c'est intéressant ce que dit Geoffroy. C'est vrai qu'on voit que tous les constructeurs là maintenant jouent à fond la carte patrimoine et c'est vraiment l'élément qui est mis en avant. On le voit ici à Rétromobile avec notamment Renault Renault, c'est incroyable qui sort une gamme de voitures aujourd'hui. Voilà. Les anciennes voitures et les nouvelles voitures, enfin pour les gens qui n'ont pas forcément vu, mais allez chercher les images, ils ont mis face à face une 4L, une Renault 5 et une R16, je crois, les anciennes versions et les nouvelles versions. Ça fait un parallèle avec l'histoire. Et là-dessus, c'est ce que tu dis, Anthony. Pour savoir faire le trait d'union entre l'époque et aujourd'hui, il faut la culture de cette époque-là et trouver justement les bons liens entre les voitures anciennes et les modernes. Et il y a des choses, je pense, incroyables à faire en mêlant ces deux univers-là qui sont complètement compatibles. En fait, l'actuel et l'ancien, il y a aucun blocage. Ah oui, non, ça c'est clair. Et puis je voulais saluer aussi une initiative. Alors c'est pas que lui, mais Marco Ayun qui a pris ses fonctions chez Peter Otto veut aussi pas dynamiser, mais quand même un petit peu, et donc va filmer ou en tout cas va proposer des courses d'historique diffusées en direct. Je crois que vous allez œuvrer d'ailleurs, Geoffroy et Julien. Ça c'est quand même une vraie plus-value. Il y avait pour le Mans Classique, maintenant pour les autres manches des épreuves donc historiques, il va y avoir ça. Ouais, ça va dans le sens de ce qu'on disait là, le long développement de la communication dans le milieu de l'historique. Et là, c'est une grande marche qui est franchie avec la diffusion en direct des courses. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on envoyait quelques images sur les réseaux sociaux et on savait qu'une course avait eu lieu. Là, maintenant, les internautes vont pouvoir suivre toutes les courses des séries Peter Otto toute la saison. Et vraiment, je pense que les gens vont découvrir ce que tout à l'heure tu disais, Geoffroy, c'est que ce sont des vraies courses. En fait, on peut se dire, bon, l'historique, c'est pour les vieux qui s'ennuient, mais il y a des vraies bagarres en piste. Les voitures sont hyper bien préparées. Et ça se bat comme à l'époque, quoi. Donc je pense que les gens vont découvrir cet aspect-là d'historique. Ils connaissaient pas encore, ils avaient entendu les sons des voitures assez incroyables sur Instagram. Ils avaient vu que les carrosseries étaient belles, mais là ils vont découvrir aussi qu'il y a des super bagarres en piste, quoi. Là, je valide. C'est vrai. Non mais c'est vrai. T'as hâte. Ouais, et puis comme on l'a dit tout à l'heure un peu aussi, il y a les vidéos qui peuvent être faites. Il y a plein de fans, il y a plein de spectateurs qui vont sur les meetings historiques depuis des années et qui font des vidéos. Je parle de purs amateurs qui sont dans les tribunes et qui filment, et ça fait beaucoup de vues sur YouTube. Julien, je sais qu'il va pas s'en vanter, donc je le dis pour lui, mais il a beaucoup œuvré quand il était chez Peter Otto pour ouvrir un peu les portes justement à ces gens-là qui de toute façon, que tu leur donnes une accréditation ou pas, enfin je parle sur ta couverture, que tu leur donnes une accréd ou pas, les gens ils vont venir, en fait ils sont passionnés, ils vont faire 600 bornes pour aller à Spa, autant qu'on leur donne un accès et qu'ils fassent des belles vidéos et que sur YouTube ça donne de belles images.
Et comme ça fait ça a un rendu super intéressant et ça donne envie à d'autres gens de venir en fait. Et là, c'est vrai que les retransmissions filmées, commentées, ça va encore passer un step supplémentaire. Donc Nicolas, on va te retrouver sur la chaîne YouTube à regarder les épreuves et à te nourrir peut-être aussi de ce qui se passe dans les compétitions pour raconter aussi une histoire riche. Ouais, je vais essayer de suivre ça de près et j'ai hâte de voir la saison qui arrive, là, qui se profile. Ça a l'air d'être encore une belle cuvée, un beau millésime, donc voilà, hein. Je vais suivre ça de près. Toi qui es assez intéressé par l'histoire justement, ce côté historien là, c'est important de pouvoir te rappeler aussi, ou en tout cas d'aller à la recherche justement des infos auprès des acteurs qui ont connu peut-être par le passé, pour se remémorer, pour se nourrir justement eh bien de toutes ces infos. C'est assez difficile hein, quand on est au Mans Classique parce que je suis tellement content d'être là, je regarde, je suis un peu comme un fan, quoi. Je prends des photos, donc j'ai pas ce réflexe d'aller me nourrir pour mes recherches historiques que je fais moins maintenant, hein. Je suis plus dans la rédaction, c'est plus quand j'étais à l'université, quand je travaillais sur mon mémoire, mais oui, il y a toujours je vais toujours chercher des petites informations, j'essaye en tout cas, c'est assez dense hein, le Mans Classique par exemple, Ça, donc c'est un peu difficile d'aller chercher des nouvelles informations sur des voitures que j'étudiais, mais je fais au mieux en tout cas, j'essaye d'être toujours à la page quoi, de ce qui se fait. Et l'histoire continue effectivement. Alors Julien, moi je voulais quand même revenir rapidement et après on passe à la deuxième partie parce que Geoffroy a préparé plein de questions, Non, n'est-ce pas ? non, c'est juste que je vois le temps passer. Mais non, c'est marrant mais parce on est qu'avec entre Anthony, nous. on fait un conducteur et il le tient pas du tout. Comment ça Bien sûr que si. C'est passionnant là. Non mais, mais moi j'aime bien. on en profite. En vrai, moi je Tu kiffe vois. la conversation. Non, je voulais C'est juste. exactement ce que je voulais faire comme épisode en fait. Ah, tu vois. Ah mais moi je suis très bien. On en refera. Si en tout cas vous, auditeurs, écoutez et êtes passionnés, nous aussi, hein, ça y a pas de souci. Je voulais revenir sur le calendrier qui en fait est assez étoffé finalement parce que on parle de Peter Otto, il y a HVM Racing aussi qui a ses épreuves de l'Historic Tour. Peter Otto, pour en parler, on commence la saison, donc même au Qatar, manche finalement support du WEC, donc il y a vraiment cette passerelle entre le moderne et l'historique. Et puis ensuite, donc en Espagne, en Belgique pour Spa Classique, en France, Grand Prix de l'Âge d'Or, Le Mans Classique évidemment, Imola Classique, les 10 000 tours au Castellet et Estoril Classique. Enfin, c'est un calendrier de fou, non ? Ouais, comme tu le dis, les calendriers sont super denses. Il y a plusieurs organisateurs en fait qu'on pourrait croire concurrents, mais en fait les plateaux sont assez complémentaires. L'histoire du sport automobile est tellement riche. En fait, on voit le nombre de disciplines qu'il y a dans le sport auto. Si on multiplie ça par le nombre d'années depuis 1950, on voit qu'il y a énormément de voitures historiques qui traînent partout dans le monde. Donc en fait, il y a de quoi faire pour tous les organisateurs. Donc il y a beaucoup de courses, beaucoup de plateaux. Mais tous valent, à vrai dire, tous valent le déplacement. Donc oui, la saison est très riche et à chacun de trouver la course la plus proche de chez soi, quoi. Eh ben écoute, on essaiera en tout cas d'être le plus complet possible, Geoffroy, cette année, de faire quelques petits points, peut-être après le Mans Classique. Bah ouais, ou- non mais carrément, moi je de faire le lien. Je vais apporter une dose un peu d'historique dans le. Bon, on l'a déjà, on a fait des épisodes sur la Jaguar, notamment Ouais, c'est vrai. IGR9. Non, mais en tout cas, c'est marrant ce parallèle. Puis je vais creuser aussi sur les liens, on en a parlé tout à l'heure, mais sur les pilotes. Il y a des pilotes qui font les deux, qui font. Ouais. Il y a des pilotes qui font de l'ELMS et de l'historique. Exact. Enfin, tu vois, c'est marrant quoi. La passerelle, elle est réelle et elle est de plus en plus forte, je pense. Elle va être de plus en plus forte en tout cas. Ouais, non, c'est super intéressant. Et donc, je fais le lien entre le moderne et l'historique. Tu vas nous cuisiner, a priori. Ouais, non, mais en fait, alors c'est Ah. une plongée dans un. Je sais pas, c'est une tentative. Ouais. En fait, je me dis, c'est bête de se réunir comme ça et de Ouais. pas tenter Oui. un petit jeu de test de connaissances. Oh tu là vois. là. Parce que en gros, bon, c'est pas trahir de secret qu'on se connaît depuis quelques années tous, et vous avez à chaque fois, je pense qu'on a tous cumulé des connaissances sur l'endurance qui sont assez développées. Et donc je me suis dit, je vous ai prévu quelques petits pièges. C'est pour ça que je voulais pas Petite arriver à question. cette partie-là, tu sais. Ah ouais. j'ai essayé de trouver des questions où tous les trois, Anthony n'est pas au courant du Non. des questions, où tous les trois vous pouvez essayer de trouver les réponses. Donc je vais faire ce lien entre historique et moderne. Bon alors, si vous trouvez pas les réponses, vous posez des questions, je vous aiguille, etc. Ah, quand même. Non mais voilà, le but c'est qu'il n'y a pas de piège, on compte pas les points. Enfin, sinon je les compterai après. Non. Et les auditeurs peuvent jouer avec nous aussi. Ouais, carrément. Et là, tu nous mets en difficulté parce que le monde de l'historique est un monde
extrêmement Non, mais en vrai, c'est rigoureux. un prétexte. Et nous, pour commenter Mais- les épreuves Pétoroto, Geoffroy, on va devoir se préparer comme des boxeurs parce qu'on on n'a pas le droit à l'erreur. Eh ben, tu rigoles. Non, mais tu sais, quand je commente le Grand Prix de France historique, t'as Ah bah raison. ouais, non, mais C'est-à-dire c'est que fou. t'as à la fois les puristes qui vont te dire, attends, c'est le châssis Ah numéro 2 de l'édition numéro 72, machin, etc. Et puis t'as ceux qui sont des kidam, enfin, je dis ça en connaissance de cause, mais en disant, ils sont passionnés, mais voilà, ils connaissent pas plus que ça. Et il faut mêler les deux. C'est-à-dire qu'il faut intéresser à la fois celui qui connaît moins, mais qui a envie d'être immergé, et puis celui qui connaît ultra bien Mais le c'est numéro de forcément, châssis. c'est forcément le connaisseur du châssis qui va pointer du doigt si tu fais une erreur. en Évidemment. fait. C'est forcément ce truc-là. D'un autre côté, celui qui ne connaît pas, il va se dire attends, mais si l'autre Oui. il nous parle toujours du châssis 2B12 de 1975, à un moment donné, on veut aussi savoir ce qui se passe un peu Voilà, dans les faut- coulisses. Quand quoi. tu dis quelque chose, faut que ça soit vrai. C'est une pression, non. Ouais. Du coup, je voulais vous emmener sur. J'ai une première question. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier avec l'édition 24 heures du Mans 2018? Oula. Qu'est-ce qu'il y a eu de C'est particulier pas avec l'historique. l'édition ça. 2018 des 24 Là, on est sur du moderne. là. Ouais, on est sur du moderne. Attends, ouais, on Je commence lit par le du moderne et pour l'historique. mettre à l'aise Anthony et après on bascule sur Tu parles que ça me met à l'aise. Attends, en 2018. Il y a un truc qui s'est passé en 2018. C'est la seule fois que c'est arrivé dans l'histoire des 24 heures du Mans. Vous pouvez me poser des questions. Hein, allez-y. Ah ouais, bah, on n'a jamais arrêté les 24 heures du Mans, ça on est d'accord. Non. Ok. Parce que ça, dans d'autres courses dans de 24 Vas-y heures, Nico, t'as on l'a vu. une piste. Est-ce que ça a à voir avec la course en elle-même? Ouais. Ok. Ah, bah, Alors. je sais pas du coup. D'accord, super. Ça nous met sur la piste. Non, mais c'est un événement de course ou en tout cas un. C'est un événement de la course, de la semaine de course. Ah, de la semaine de course. C'est un truc sportif quoi. Hein. Ouais, ouais. C'est pas à la parade. Il y a eu pour la première fois une chaparral. Hein. C'est un truc en lien avec le sport quoi. Alors attends, la première fois. Ah, peut-être que y a un nombre record de voitures dans le même tour. Non, 2018? ça c'était 2000. Non, ça, c'était d'accord, l'année mais dernière. c'est Ça. peut-être la Ouais, première fois. Non. 2018, c'est un lien. Je vous aiguille un peu avec la voiture qui a gagné. C'est la Alors, première fois qu'il s'est passé un truc avec cette voiture-là. ah, qu'un champion du monde de Formule 1 en activité Alors peut soit victorieux, parce que c'était Alonso qui avait gagné en Peut-être, mais je 2018, pense non? pas, non. Oui, mais non, c'est pas ça. Non, c'est vrai qu'il était plein d'activités, ouais, t'as raison. Alors, Putain, la première, en même temps, celle-ci, elle est. T'as pas un petit indice Un ou- petit indice, ça a un lien, comme tu disais tout à l'heure, ça a un lien avec la course, ça a un lien aussi avec les essais, et ça a un lien avec la journée test finalement. Est-ce que c'est pas la première fois que la voiture qui gagne a mené la journée test, les qualifs, tous les essais Et le ainsi meilleur que le tour en warm-up? course. Et le meilleur tour. bravo! Ah Et- ouais. Ouais. Donc en fait, 2018, la même voiture fait le meilleur temps de la journée test, c'est Fernando Alonso. Le meilleur temps en qualif, c'est Nakajima. Record du tour, Buemi. Et les 3 pilotes gagnent la course. C'est incroyable quand même. Et première victoire Toyota. Et première victoire Toyota aussi. C'est Non, vrai mais que c'est ça, vrai, c'est un c'était fait. Non, historique. mais ouais, c'est un fait historique. C'est vrai, putain. Donc du coup, c'était juste Incroyable. Ouais, voilà, le prétexte de cette question-là, c'est à chaque fois pour essayer de faire un lien entre l'historique et le moderne. Vous avez compris ce jeu. Et du coup, je voulais vous emmener et savoir si vous aviez une voiture, vous, qui vous un peu marquante personnellement. Est-ce que vous avez une bagnole qui vous emblématique pour vous? Là, tu vois, la TS 050, clairement, moi j'en avais marre de la voir et c'est pas vraiment une voiture que je vais retenir dans mon palmarès personnel, mais ce genre d'exploit, est-ce que vous, il y a une voiture qui, par ses exploits, vous a marqué un peu en 24 heures du Mans? Putain, c'est chaud, hein. Non, en termes d'exploit de performance, c'est un peu en rapport à ce que tu disais. Je pense que le record du tour de Pescarolo sur le grand circuit de Spa, Ouais. avec la Matra, je pense que c'est en 72. Et qui tient encore, hein, il est plus rapide que Nico fait une la tête. moyenne au tour C'est de pas loin, là. Montoya. Je crois qu'il fait à 260 de moyenne. Plus. Plus que ça? Non, je crois, hein, il me semble. 263. Attends. Allez, si t'as moyen de le vérifier comme Je ça. vais vérifier. Au pied levé, ça serait top. Fact-checking. Mais pour moi, c'est un truc, c'est quand même hallucinant, incroyable, parce qu'on n'est pas sur un ovale non plus. C'est quand même un vrai circuit Ouais. avec quelques virages. Et je me dis que ouais, je pense que c'est une réelle performance et ça pose. On en discutait hier soir en dînant, mais Pescarolo, on le voit un peu comme un pilote d'endurance, donc de l'époque, donc entre guillemets un peu lent. C'est un peu non, c'est un peu ce qu'on se dit sur les pilotes de l'époque. Ils étaient bons en endurance parce qu'ils n'étaient pas assez bons pour faire de la F1. Je pense que Pescarolo était réellement un mec ultra rapide, quoi. Et, Attends, il a fait un podium à Monaco qui à l'époque n'a même pas été pris en photo parce que le premier était seulement sur la plus haute marche. Alors ça, c'est quand même quelque chose. 263 415 km/h de moyenne, record donc pour un tour d'anthologie. Et celui qui s'en est rapproché le plus, c'est Montoya en 2004, moyenne de 262 km/h, 462 sur un tour en Formule 1. Donc c'est-à-dire que c'est Pescarolo qui a le record de moyenne de vitesse sur un tour dans l'histoire. Et c'était effectivement, eh bien, en 73.
Et Là, ils ont mis le pour niveau. ta voiture préférée, c'est la voiture avec laquelle il a fait le record ou... Alors non, pas sur la voiture préférée, c'est plus Ouais, les je exploits, mettais ça le plus côté, en relief par rapport à la performance Non, mais il a de modifié la ma Toyota question, qui avait tout il a gagné, qui le avait fait droit. record du tour, Paul. Je mettais plus ça en relief avec vraiment. Je trouvais que moi, c'est en termes de performance, c'est le truc qui me vient à l'idée. Parce que voilà, c'est un record qui tient toujours aujourd'hui en fait sur circuit routier, le tour la moyenne la plus élevée quoi. Je trouve ça incroyable quoi. Et si on pense aussi à Matra, c'est vrai qu'on fait le lien avec le Tour Auto, mais une Matra qui fait le Tour Auto, les 24 heures du Mans, enfin c'était une voiture de fou. Il y a que Ferrari qui a réussi aussi à le faire. Ferrari et Matra qui mettaient leur voiture de course sur la route, c'était quelque chose. Toi, Nicolas? Moi, un exploit, après, moi, ça va toujours tourner autour du même constructeur. Moi, je suis fan de Rondeau depuis longtemps. Moi, Jean Rondeau particulièrement, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, quelqu'un qui m'inspire. J'y pense souvent. Et ça aurait pu être le remake avec Pescarolo, parce que c'est vrai que... Je le regrette alors que je ne l'ai jamais connu. Ouais. Et du coup, moi, l'exploit qui me vient en tête, c'est 1980, quand il gagne la course sur sa propre voiture. Et voilà, c'est pas un exploit nécessairement de vitesse ou de performance, mais comme beaucoup, j'ai l'impression que moi, j'aime les beaux perdants. Je suis plus souvent attaché et je suis plus souvent pour, quand la course est en train de se dérouler, pour la voiture qui va perdre ou la voiture qui doit faire le comeback. Quand il y a de l'adversité, quoi. Exactement. Moi, je suis souvent du côté du perdant, mais quand le perdant se met à gagner, là, ça en devient d'autant plus beau. Et du coup, mon Rondeau, il a commencé avec Inaltera, etc. C'était relativement, il a eu quand même du succès. C'est arrivé vite, ouais. C'est arrivé vite, il avait de exactement. sacrés pilotes aussi. Mais tout à fait. Mais c'est pour ça que cette victoire de 80, je la choisis souvent comme mon exploit préféré des 24 heures du Mans. Et selon moi, la plus belle victoire de toute l'histoire des 24 heures du Mans. Ah, rétrospectivement intéressant. Aïe, Julien va prendre le micro, là. Ça y est. C'est une belle question. Si chacun peut répondre quand même vite fait sur la plus belle victoire de l'histoire des 24 heures du Mans, ça m'intéresse. Ça c'est dur. Attends, alors mon point de vue m'intéresse. Moi, je vais quand même te citer, évidemment, la voiture que j'ai déjà citée dans un épisode, la Jaguar XJR9. Pour moi, c'est mythique. Je sais pas, c'est à la fois les couleurs, à la fois le fighting spirit des Britanniques, le fait que ça soit l'année où je suis né aussi, 88, tu vois, qui est cette victoire de Jaguar aux 24 heures du Mans. Et puis, en parlant, vraiment, Pescarolo 2005, c'est vrai que ça aurait été tellement beau comme histoire. C'était quand même quelque chose. C'était pour Pescarolo, du coup. Ah non, t'étais un peu jeune quand même. Non mais attends, La plus belle victoire de l'histoire des 24 heures. Ouais, mais là je pense que je vais me heurter à mon manque de connaissances. Moi je dirais 2011. Je dirais 2011. Argumente un peu. Alors avec le scénario complètement fou et donc Audi qui gagne pour 11 secondes, 12 secondes, je me souviens plus, face à Peugeot. On s'attendait à ce que Peugeot soit victorieux, on se disait que c'était cousu de fil blanc parce que ils avaient un petit avantage et qu'ils avaient les line-up qui étaient bons. Et puis tu sens que cet équipage avec toute cette envie là, avec Tréluyer, avec Lauterer, avec Fassler, c'était une équipe de potes qui ont réussi l'exploit malgré les difficultés, malgré la fatigue peut-être. Moi je me souviens de Tréluyer, Benoît, donc qui me raconte son relais, son quintuple relais, alors qu'il était même pas vraiment bien réveillé au moment de repartir dans la voiture. Ça c'est des choses qui me marquent et surtout cet écart-là qui dans une course moderne, parce que évidemment qu'on pense toujours à 69 avec les fameux 100 et quelques mètres d'écart, mais j'ai pas été bercé à ça et je trouvais que c'était beau quand même, mais 2011 pour moi c'est un exploit et pour moi c'est la plus belle victoire avant peut-être d'autres, mais voilà, du Mans. Moi du coup 2011 oui, ça, en fait je cherchais un truc un peu, tu vois, historique, un truc années 50, 60, 70 et tout, mais 2011 j'avoue que c'est propre. Après je vais pas dire la même chose, je pensais à 2010 parce que en fait 2010 quand tu regardes le résultat brut, c'est le record de la distance, c'est un triplé Audi, donc ils ont la main mise sur la course. En fait, pas du tout, quoi. En fait, c'est une édition qui est censée être remportée par Peugeot. Mais voilà, mais c'est censé être la deuxième de suite. Où ça pète chez Peugeot. Et en fait, c'est le record de la distance, mais les 3 voitures battent le record de la distance. Les 3 Audi, en fait. Et je pense que c'est une des périodes aussi, avant 2011, du coup. C'est peut-être moins bien que 2011, mais juste un petit peu en dessous. C'est quand même une période de bataille Audi-Peugeot, mais ultra intense, quoi. Il y a 2008 qui était une année folle. 2009, on se rend pas compte de tout ça, fait chier. Et 2010, c'était vraiment le retour de la grosse. Pour moi, 2008-2010, c'est les 2 années vraiment de grosses batailles Audi-Peugeot, et 2011 ici après. Mais donc, tu vois, 2010, je la trouve pas mal aussi, quoi. Dans le sens record de la distance, qui était quand même un truc qui tenait depuis 40 ans. Et 3 voitures qui battent ce record, quoi. C'est quand même rigolo parce que c'est récent, nos anecdotes.
Ouais, mais Ah, alors, mais c'est pour ça que je cherchais un truc plus vieux. moi, Je suis sûr j'ai que Oui, mais Ouais, est-ce il y a des victoires qu'on a folles, une quoi. plus belle victoire à l'époque? Non, on avait beaucoup d'écart, c'était des courses qui étaient un petit peu moins Ouais, passionnantes. si votre critère c'est la course serrée, oui. Moi, je vous avoue, j'ai un petit faible pour les victoires inattendues, hein. Ça revient un petit peu à l'état d'esprit de Nicolas, mais les vainqueurs surprises, j'ai un faible. Alors, on peut citer la victoire de Mazda en 91 Ah, c'est que vrai. personne n'attendait avant le départ, la victoire de McLaren en 95 que pas grand monde attendait, même la victoire des BMW V12 LMR en 99 où tout le monde s'attendait à un Clairement. duel Toyota Mercedes et finalement c'est le troisième larron que honnêtement avant le départ, je pense pas grand monde attendait. Et dans l'histoire des 24 heures, il y en a pas tant que ça finalement des grosses surprises. Là, c'est à peu près les seuls qui viennent en tête. Je pense que 79 peut-être? ouais, on peut Ouais, aussi. clairement. Ouais, 79. On parlait de Pescarolo, je pense qu'en 68, la fameuse année Ah des oui. essuie-glaces, où ils sont deuxième. Si cette année-là, s'ils avaient gagné cette édition-là, mais honnêtement, ça sortait de nulle part. Une Matra qui gagnait en 68 face à Ford, Porsche, honnêtement, ça aurait été incroyable. Donc ça, c'est pas passé très loin. Mais ce genre de victoire, moi, ça m'émeut particulièrement. Est-ce que j'enchaîne Ah, sur- attends, j'ai une autre et après tu peux enchaîner, Vas-y, mais 85, pourquoi? Parce que c'est le seul châssis de l'histoire des 24 heures qui a gagné en 84, donc avec Pesca. C'est pour ça que tu m'en parles et je me suis dit, la dernière victoire de Henri Pescarolo, donc avec cette Porsche, Il y a la Yost en et- 96-97 aussi. et c'est Il un. gagne deux fois. Le un même truc de châssis fou. qui gagne deux fois. C'est dingue, ouais, Just, Et ouais, effectivement. Je crois que la GT40 aussi, le châssis 1075, il gagne en 68 et 69. c'est le il me semble. même? Je crois que oui. Ah, Il me semble, alors hein, ma Merde. ma stat n'est peut-être pas bonne. On vérifiera. Mais en tout cas, la Porsche, vraiment, ils ont changé 2 stickers. Ils ont enlevé le Pirlan Impérial, qui était le sponsor d'Henri. Et puis 85, ça gagne avec le marchand de pâtes, quoi, Paolo Barilla. Balaye. Je vous emmène sur un autre sujet. Savez-vous quelle est la plus haute vitesse atteinte aux 24 heures du Mans depuis l'installation des chicanes? Ah. Donc là, je vous parle. Donc ça, c'est à partir de Oui, 90. Du avant coup, la première chicane, quoi. je vous parle, en soyons précis, on est dans l'Endurance Club, je vous parle de la vitesse qui est relevée dans les Hunaudières, pas celle qui est relevée, parce qu'il y a toujours les relevés dans les Hunaudières, et puis il y a les relevés, on appelait ça avec les policiers, enfin... Je dirais. Allez, je me Dans- lance. 360 Alors déjà, ouais, alors j'attends la vitesse, vous pouvez y aller, quoi. avant la première Et chicane. puis bah, l'année, enfin me dire, je sais pas, essayer de me dire un peu quel type, enfin qu'est-ce que ça pourrait être, quoi. 360, non, c'est plus. Ah, c'est plus. Alors, en essai, c'est plus. En essai, c'est plus. C'est vrai que c'est dingue quand on se. En course, c'est moins, mais en essai, c'est plus. Ok. Alors, quelle année? Moi, je dirais c'est les années peut-être avec Kobayashi qui fait le record de la Non. piste en Non, 3.14, non? C'est marrant, moi je serais parti sur l'inverse, je dirais que c'est la Ouais. première année des 6 Exactement. chicanes, l'année des Exactement. Nissan Turbo. C'est 90, c'est Nissan, Blundell, exactement. je pense que. Ouais, et c'est par ça. contre, Ah, sur mais la, oui, sur la c'est vrai. vitesse, j'aurais dit comme toi, j'aurais dit 360. Je suis étonné que ça ait été encore Bah, il a plus vite. tapé un mais, 366 apparemment, en 90 ça, en c'est essai. une super stat. Je trouve ça incroyable qu'au final. Et la meilleure vitesse, sont... la meilleure vitesse en course depuis l'installation des chicanes, c'est pareil, c'est 90. C'est une Jaguar XJR12 avec 353 km/h. Ah, bravo. Ah oui, tu vois. Donc En course, maintenant, bah oui, parce qu'on fait le compromis et on essaie d'être le plus complet possible sur l'ensemble Et du alors- circuit parce qu'on a compris que voilà, ça se jouait pas tout dans la ligne Et droite. alors après, je vous emmène sur toujours dans cette question. Après, je vous ai quand même mis des vitesses qui étaient assez élevées. Il y a 351 en 2007. Les Audi R10 et les Peugeot 908 t'appellent 351. Il y a même du 350 aussi en 2008 avec toutes les Peugeot. Elle t'appelle 350 en pointe. Et par contre, la troisième meilleure vitesse en course depuis qu'il y a les chicanes, ça date de 2019. Ah, c'est tu vois. 350.1. Ah putain, Nico, il l'a. Et je vous demande qui a cette Là, vitesse, quelle voiture. une BR. C'est une BR1. C'est dingue. Ouais. L'équipe russe, enfin, L'équipe qui était russe. Et exploitée qui par était au Ars. volant à votre avis qui a tapé le 350.1? Ça, tu l'as, ça 350.1. Si tu l'as quand même. Oh bah, il y avait qui? Il y avait Jenson Button. Je dirais Stoffel Van Dorn. Allez. Stoffel Van Dorn, ouais, exactement. C'est bon quand même. Troisième meilleure vitesse de pointe depuis qu'il y a les chicanes. Quoi. Mais c'était beau. Tu sais quoi? Moi, j'aimais bien cette voiture. Franchement, c'était quoi? Paolo Caton BR1, qui était derrière? Ouais, j'adorais cette Ah, pièce. tout à fait, oui. C'est une des plus belles LMP1 modernes, je pense. Ouais. Ouais, je trouve. Du coup, Mais dommage, ça n'a pas fait beaucoup de réussite. là-dessus, je voulais vous emmener sur est-ce qu'il y a un. Mais c'est marrant, vous y avez répondu tout à l'heure. Ah. C'était sur le côté. Est-ce qu'il y a un tour qui vous a marqué? En fait, moi, quand j'ai écrit cette question et que du coup, il y avait les 908, j'ai repensé aux grandes années. Julien, tu vas tout de suite voir de quoi je parle. Les années 2007, 8, 9, où Sarrazin, par exemple, claquait des temps avec la 908. Et en fait, c'était. Ça m'a marqué. Enfin, cette épopée des 908, la vitesse pure au Mans. Moi, ça m'a vraiment marqué, quoi. J'associe
Je Bah, sais pas. Moi, il y en a plusieurs, je vais répondre le premier, après je vous laisse le micro. Il y en a plusieurs des tours qui m'ont marqué. Le fait que tu reparles de 90, je me souviens maintenant du tour de Mark Blundell, Ouais, bien sûr. c'était incroyable, ça m'a marqué. Le tour de Kevin Estre 2024, je pense Ouais, qu'à voilà. un moment donné, on le voit en vrac de partout. C'est incroyable qu'il fasse la pole et bravo à lui, parce que c'est un vrai phénomène. Et puis quand même, le tour de Kobayashi, il était tellement clair ce tour-là, on s'y attendait pas, enfin, il y avait un drapeau rouge avant, pas de trafic, il a toutes les conditions réunies pour faire un 3-14 et bravo, il l'a fait quoi. Donc voilà, moi c'est ces trois qui m'ont marqué. Est-ce que vous avez Je pense qu'on va être. Non, vous êtes à peu près Raccord ou là-dessus pas Ouais, je suis complètement raccord, mais j'ai quand même une petite anecdote de Ah. Daria Fago là, sur le tour marquant. Alors, c'est un tour qui a pas été filmé, c'est une anecdote un peu personnelle. Le 24 heures du Mans 99, journée test. Ouais. Donc, on est sur le duel Toyota-Mercedes, et les Mercedes sont un petit peu à la ramasse. En fait, tout le monde les attendait le jour de la journée test à ce qu'elles soient dominantes avec les Toyota. Et au fait, la journée passe, il est 16h, enfin on approche de la fin de la séance, il est 16h, les Mercedes doivent être à 4-5 secondes derrière les Toyota. Et là, ils se disent que je pense que chez Mercedes, ils se disent que pour l'intox, ça serait quand même bien de sortir un temps au niveau des Toyota. Et Bernd Schneider prend le volant en fin de séance. Et moi, j'étais à Mulsanne, et vous voyez comment c'est Mulsanne, il y a le vibreur qui s'avance assez loin. En fait, les pilotes doivent contourner le vibreur en allant assez loin. Et à l'époque, t'avais la bosse, hein, évidemment. Et il y a la bosse, et là, Bernd Schneider, 2 tours de suite, passe à l'intérieur du virage, au ras des pneus. Ah oui. En fait, il prend un shortcut d'au moins En fait, il prend une pas le quinzaine de vibreur, mètres. quoi. En fait, mais vraiment, et il passe à une vitesse. Personne n'a jamais vu une voiture passer à cette vitesse-là à Mulsanne, quoi. Et du coup, il sort un temps à la hauteur des Toyota, donc je pense qu'il gagne facile 3 secondes sur le virage de Mulsanne, honnêtement. et donc c'est incroyable parce que je pense que la combine marche, parce que sur les feuilles de temps, Toyota doit se dire mais d'où ils ont sorti un chrono pareil, alors que le mec il a fait un truc qui est Qui serait jamais infaisable passé en course, Bah oui, parce bah que si évidemment. c'est filmé ça bien passe sûr. pas. Et pendant la course, ils avaient rajouté les commissaires avaient dû rapporter le truc parce que la voiture leur passait juste devant eux, ils étaient Ah, derrière les les petits potelets verts là. et c'est les ça. petits potelets verts sont apparus, c'est en 99 pendant la course, suite, je pense, à cet épisode-là, à la journée test, que j'ai Ah vu ouais. du coup en direct et qui était vraiment hallucinant, quoi. Intéressant. Moi, c'est- j'ai c'est une dingue. anecdote sur la CLR, j'ai une anecdote de fou. Parce qu'en fait, il y a. Tu sais, ils ont toujours argumenté que les petits flaps qu'ils avaient mis sur l'avant de la voiture allaient suffire à la plaquer au sol et à pas la faire décoller en course. Enfin, en tout cas, que ça allait contribuer à améliorer la stabilité. Spoiler, ça n'a pas marché. Mais ils ont rapidement dit aussi que en course, c'est pas, elle a été déventée par la Toyota, oui et non, en fait, elle avait perdu ses flaps à l'avant suite à un contact avec une GT. Truc improbable, quoi. Et en fait, moi, j'ai vu le contact avec la GT, quoi. C'est-à-dire que c'était au raccordement, et genre 2 tours ou 3 tours peut-être avant que la caisse décolle, j'avais le vieux caméscope du paternel, je filmais, quoi, et j'ai filmé ça, et je vois un contact avec une Porsche GT2, et exactement à l'avant gauche, je crois, avec la Mercedes CLR, quoi. Et donc le truc, bah, enfin, ouais, C'est vrai. ça s'est Toi, pas été, toi, t'as c'est pas fact-checké. passé à la diffusion. Non, mais voilà, ça a pas été passé en diffusion télé, mais il y a vraiment eu un. Mets-le sur YouTube. Je rebondis dessus, c'est super intéressant ce que tu dis. Je pense que les 24 heures du Mans, c'est une des dernières courses où encore aujourd'hui, en spectateur, tu peux voir Ouais. des choses qui ne passeront pas à la télé. Et ce qui n'arrivera pas en F1 ou ailleurs, je pense que tu peux encore être témoin de petites choses comme ça que les gens qui commentent comme toi, Anthony, ouais, à la mais télé n'auront pas vu, et je suis que toi, en d'accord. spectateur, t'auras réussi à voir. Ça, c'est quand même génial, 24 heures. Est-ce que vous voulez une autre question? Allez. En quelle année a participé pour la première fois une Porsche 911 de 24 heures du Mans? Porsche 911. 64. Non. Non, parce que c'était une Porsche. Non, mais c'était une Porsche 964 justement à l'époque. Non, c'est pas ça. Ou 908. Non, une Porsche type 911, la 911, la première, quoi. Ouais, ok. Quelle année? Non, vous avez pas? Non, mais Porsche participe depuis quelle Porsche édition? participe Depuis depuis 60 quelque chose? Ouais, non, pas beaucoup plus, hein. C'est une édition qui est connue, qui Type est mythique 911. qui a donné droit à un film il y a pas très longtemps. Ah, c'était en 66? Ouais, 66. Ah la ouais, première non, tu vois, Porsche j'aurais pas 911. dit. Ok. Je vous amène là-dessus parce que, en fait, j'ai une autre anecdote. Ouais. À votre avis, qu'est-ce qui s'est... Alors ça, par contre, j'ai plus l'année, tu vois, j'aurais dû le noter. Mais la dernière année où des GT ont été autorisés au Mans, 84, 5, tu sais, avant qu'il y ait le hiatus, là, pendant quelques années. Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier sur une Porsche 911?
Il y a une Porsche 911 qui était engagée, elle avait un truc Ah si, mais je sais. particulier. Ah. Enfin, mais je crois que toi, je tu sais. l'as. Toi, tu l'as, je Bah, pense. il me l'a dit dans le podcast, j'ai pas encore Ouais. sorti cet épisode. Vas-y, mais vas-y. c'est- Les gars l'ont pas, je pense. Celle-là. Non, mais je sais pas, c'est une voiture, c'est un carburant spécifique. Ah c'est- non, c'est pas ça, mais oui, C'est pas vas-y, tu ça peux non, Avec c'est pas ça. Thierry Perrier qui roule avec le carburant qui en fait n'est pas vraiment. Un truc à base de betterave aussi. je sais Ouais, plus. c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, alors Voilà, c'est pas ça. Un C'est carburant, pas ça ouais, tout à fait. l'anecdote, mais c'est plus un truc en rapport avec une décoration. En rapport avec une décoration. Ouais. Non, vous avez pas ça. Ah, je sais pas. Donc, la dernière année où des GT ont été autorisés avant qu'il y ait que des groupes C et que la CO dégage la catégorie GT. Ouais. Thierry Perrier, pourtant t'avais bon, tu vois, il y a du Thierry Ah, Perrier dans le j'avais lot. du Thierry Perrier. Il a engagé enfin, il était sur une Porsche qui avait une déco sur laquelle c'était marqué 911, la fin d'une époque. En fait, il pensait qu'il n'y aurait plus jamais de 911 engagé aux 24 heures du Mans. Donc il y a une caisse avec cette déco. Ah, énorme, Voilà, mais si, le mais je crois que je message l'ai. dessus. Ouais, c'est pointu là. Énorme. Et Thierry a souvent été, Thierry Perrier qui est membre de l'ASA, ACO, etc. et qui est très proche de Gérard Larousse, a toujours eu justement cette façon de s'engager aux 24 heures du Mans parce qu'il est communicant aussi et il savait monter les ouais, programmes avec des pour axes pouvoir un peu, participer. avec des axes différents. Du coup, il y a des. Vous voyez pas les liens que je tiens. Il y a des décos qui vous. Un peu mythiques. pour Waouh, vous. il est fort. Il Des est fort. livrets un peu emblématiques. Ah bah après, moi j'ai On va l'édition. partir sur une Tu sais, Mazda. Non, moi c'était justement sur des cigarettiers, c'est bizarre, hein, c'est pas des, Bah des- ouais, en des même décos folles, mais la Rothmans, les Porsche Rothmans, la Jaguar Steel Cut, moi ça m'a marqué, même la Toyota Marlboro, tu vois, c'est fou, j'ai jamais fumé, hein, je n'encourage personne à fumer, mais je trouve qu'elles étaient iconiques, et tu vois, je vais même pas te ressortir la Porsche Cochon Rose ou quelque Ouais, chose ok. comme ça, quoi. Ok. Bah, il y en a pas mal, hein. Ouais, Sacrée je question, hein. Ah ouais, C'est vraiment, souvent un d'accord. débat qu'on a en plus tous les deux sur est-ce que quand au 24 heures du Mans moderne, est-ce que tel livret va devenir mythique ou est-ce que tu l'aimes bien et souvent, on a des visions un peu différentes sur les. Moi personnellement, donc effectivement il y a les cigarettiers, Marlboro avec la GT1, ça c'est simple, hein, mais c'est tellement Ouais, efficace. celle-ci, elle est- Bah ouais. Mais je pense quand même que mon choix se porterait sur la La Rondo. Toyota Non. T010, Ah ouais. soit en Casio, soit en Tropical Fish, la version un peu arc-en-ciel. C'est énorme. je sais qu'il aime bien ça. Sinon, Rondo, t'as parlé de Rondo, j'adore la M382 en Otis. Ouais. C'est Je la vrai. trouve magnifique. C'est vrai. Donc, Mais oui, moi j'aime bien la 80 parce qu'elle est mythique. Ouais, surtout en version Monza, en version sprint avec les phares un peu couverts, là, j'adore ça. Ok. Donc, mais voilà, après, c'est une question tellement vaste. Ah oui, non, bah c'est juste. Je trouve la question super intéressante et j'y répondrai pas parce que Il a à trop. vrai dire j'ai beaucoup trop de Ouais. livrets que j'adore. En revanche, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'il quelque chose que j'adore vraiment, c'est quand les constructeurs engagent des voitures aux 24 heures du Mans en reprenant des livrets d'époque. Ça, je suis Ah ouais. complètement fan du concept. Alors on a vu Porsche le faire Ouais, 2018. ces dernières années, même l'an dernier la Porsche qui était aux couleurs Yost avec le vert fluo. Ouais, carrément. Moi, ça j'adore. On a vu Nissan récemment, la voiture marchait pas, mais au moins il se rattrapait avec C'est vrai. avec des belles livrées d'époque. Ça j'adore et je trouve que je suis un peu surpris. Je trouve que les constructeurs ne vont pas trop là-dedans. Non. Et typiquement Alpine, j'aurais adoré qu'ils en mettent une aux 24 heures couleur jaune et bleu, Ah, c'est jaune et clair. noir comme à l'époque. Ils auraient fait une voiture comme ça. Pour Ils savent moi, plus c'était trop ce un qu'ils font buzz entre de Renault et malade, quoi. Alpine, ils sont perdus. Et je donc, suis des fois surpris que les constructeurs ne jouent pas plus sur cette Ça aurait corde-là été de mythique, hein. la livrée. Ouais, je Ouais. suis d'accord. Et tu sais, moi, c'est bizarre, mais c'est des livrets qui sont même pas forcément très spectaculaires. Tu vois, je repense à la Sauber Mercedes C9. Pour moi, c'est Ah bah oui. ce gris Clairement. Mercedes, enfin, génial, quoi. Mais ouais, non, mais moi. Et alors toi T'as pas je- réfléchi? Non, mais en fait, non, mais il y en a plein. C'est vrai que moi, tu vois, je suis pas trop d'accord sur le côté. J'aime bien quand ils font revivre des décos anciennes, mais j'aime bien aussi qu'ils essayent de créer un truc nouveau. Enfin, en fait, les Qui deviennent 963, tu vois, j'aime bien. Là, je commence à me lasser un petit peu. J'aimerais bien qu'ils changent un peu la déco, mais j'aime bien me dire qu'ils créent aussi un nouveau truc, tu vois. C'est vrai, Je trouve c'est ça, vrai. je trouve ça pas mal. Après, oui, quand même, j'ai bien aimé, tu vois, les Ford GT. Les Ford GT, la 2019, je crois que c'est la dernière année où elles ont toutes une couleur différente. Ouais, ça c'est beau quoi. Ça, là, il y avait un truc pas mal. Ouais, c'est vrai. Attention, on va parler un petit peu moteur. Est-ce que vous pouvez me citer, pas toutes, enfin, si Nico, je pense qu'il peut les avoir toutes, toutes les victoires d'une motorisation à 12 cylindres en 24 heures du Mans? Est-ce que vous en avez en tête? Ah ouais. Est-ce que vous en avez en tête déjà? Victoire Oui, à 12 victoire à 12 cylindres. cylindres. Ah bon, t'en as toi? Il y a déjà toutes les victoires
Ferrari. Ouais. Mais ouais, il y en a un Je vais pas petit les chapelet. citer. Il y en a un Tu- petit tu- chapelet dans les années 60. Tu veux que je ouais. les cite Ouais. ou Bah, non si tu veux. 49, Ouais. 51. Je l'ai pas, non. Ah non, pardon. 49, c'est bon. Après, ouais, il y en a ouais. 2 autres dans les années 50. Ouais, il y a celle de Trintignant et Gonzalez. Là, mais Ouais. années 50, Et après, il y a eu le chapelet. 54. Il y a 54, ouais. 54. Et puis après, il y en a 6 d'affilée. Après, il y a 54, il y a 58. Et après, il y Jusqu'en en a... 67, en fait. Jusqu'en Jusqu'en- 65. Ça, Après, ouais. c'est ça. Après, il y a 60, 61, 62, 63, 64. Les 3 victoires Matra. Exactement, 72, 73, Ah oui, c'est vrai que 74. c'était un V12. Après, Julien prend la Moi, main. je peux t'aider un peu. On a les victoires des BMW V12 LMR, Donc 99. de la McLaren F1, 95. de la Peugeot 908 en 2009. Ah, mais oui, Oui. bien C'est un sûr. V12 Diesel, ouais. C'est vrai. diesel, mais V12 quand Bien même. sûr. C'est vrai. Et je crois que c'est la dernière d'ailleurs. C'est la dernière. La dernière, c'est 2009. Ouais, et est-ce qu'on en verra d'autres? Ça, c'est pas gagné, les amis. Hein. Oh, bah peut-être justement, avec attends, Aston attends, Martin, attends, je- pourquoi pas. Il y a aussi Jaguar. Il y a Jaguar, Les deux exactement. Jaguar. 88-90, ouais. Et il vous en manque 3. Non, 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 non. Mais- non, non. Audi, il n'y avait pas un V12 diesel également? Non, je crois pas. C'est pas un V10? Ah si, Audi, si, bien sûr. Si, Si, il y c'est a les eu 3 un qui V10 manquent. et un V12. C'est les 3 là. qui manquent 2006, 2007, 2008. C'est ça, ouais. Exactement. Bravo. Oui. Euh, Là, on a fait le tour, je on a fait le crois. Ok. Bon. Et il y en a eu quand tu même fais- pas mal, Tu fais, finalement. tu fais la passerelle. Il a vu clair dans mon jeu. Si tu parles d'Aston Martin, en 59, c'était avec un 6 cylindres. Et en fait, c'est ça qui est surprenant. C'est parce qu'on était vraiment dans enfin, pas l'âge d'or, mais en tout cas le début de cette motorisation de toutes les victoires. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Nico, avec les succès Ferrari. Et donc, je voulais vous emmener sur ce sujet d'actu qui a un lien fort avec l'histoire. Alors Avec le là-dessus, retour tu sais d'Aston que Martin. le numéro sortira dans. Ouais, mais non, mais le quelques retour semaines. d'Aston Martin Ouais. au 24 heures du Mans avec une voiture V12. Donc là, on vient de citer toutes les victoires qu'il y a eu en V12. Je vous ai épargné les V12 à plat, les 12 cylindres à plat, pardon, 70-71. Mais la dernière victoire d'un moteur, on l'a dit, V12, c'est 2009, la Mhm. Peugeot. Et la dernière victoire d'un moteur atmosphérique au Mans, c'est 99. C'est-à-dire que Aston Martin revient avec un type moteur qui est juste incroyable, quoi. Un V12 Atmo, non hybride. Depuis BMW 99. Ouais. quoi. Vous y croyez? Ah, moi, sais je que Nico comprends est pas, fan je de comprends cette pas comment voiture. ils peuvent avoir un projet comme ça. Je trouve ça super pour les fans et pour les passionnés. Je comprends pas, c'est anachronique complet pour moi. Ah ouais, moi, ça me pose pas de problème. C'est Mais- vrai. D'accord. Euh, Non, au contraire, je suis très content, mais je me dis, mais pour un Est-ce que constructeur, mais tu c'est crois, fou, est-ce que tu crois à une possible victoire, deux possibles victoires en WEC? non, victoire, oui. Après, la réflexion d'Anthony, elle tient. Est-ce que ça, c'est transformable commercialement sur la route? Est-ce qu'on peut valoriser un V12 ailleurs qu'en compétition? C'est la question est là. Après, je crois, j'ai l'impression qu'avec des carburants plus propres et d'hydrogène, on a peut-être une chance à revenir à ce type de motorisation dans l'avenir. Maintenant, je pense peut-être encore un peu tôt pour avoir des certitudes sur le sujet. Ouais, on s'enlèverait l'hybride, c'est vrai, qui est pour le coup, voilà, très très présent. Mais voilà, pour moi, je voulais qui vous emmener apporte sur pas cette question grand-chose. parce que Nico m'a quand même dit, je crois que c'était fait au moins. Quand on a vu la voiture la première fois, pour la première fois, tu m'as dit, ça sera une voiture générationnelle. Ouais, moi, sais je pas le si- pense. Je me tourne vers Julien parce que je sais que t'aimes bien ce genre de phrase comme ça. Et j'ai dit que ce serait la Ford GT40 de notre génération, je pense. Ah ouais, non mais c'est pour ça que je voulais t'emmener là-dessus. Si elle a le malheur de gagner, en plus, là, ça va devenir une voiture vraiment historique. Parce qu'elle est tellement anachronique, c'est vraiment le terme, hein, comme tu disais, Anthony, que ça en fait une voiture unique. Elle Et est déjà historique, en fait. Tu crois qu'elle a une chance de gagner? Ah non, non, je pense qu'elle ne va pas gagner. Eh oui, Mm. parce que attends, les autres Mais- constructeurs, ils sont là, ils développent l'hybride, eux, ils Oui. arrivent, bim bam boum. Oui, mais je sais pas si c'est vraiment le plus important pour sa place dans l'histoire. Enfin, je sais pas si ça fait sens un peu ce que je dis. J'aime pas les genres de phrases comme ça, mais souvent on dit on se souvient des voitures qui gagnent. Et en fait, pour avoir une voiture vraiment générationnelle. Non, mais je sais que c'est pas toujours. Tu te vrai, souviens c'est pas de la une vérité Nissan de générale, mais- 2015, toi? Non, mais je veux dire, cette voiture, on l'oubliera vite si elle fait pas un truc marquant, je pense. Des voitures anachroniques ont-elles déjà gagné les 24 heures du Mans? Mhm. Bah, Alors, tu l'as ou pas, si tu nous lances? Non. La F1 non, GTR, c'est- je trouve que c'est une. Je sais pas, le diesel, en fait, histoire, quoi. les dernières victoires du diesel aux 24 heures du Mans, est-ce que c'était pas aussi un peu anachronique? C'est vrai, c'est vrai. Clairement. Ouais. Non, c'est intéressant. C'est vrai. Une victoire d'une panose aurait été complètement anachronique dans les années 90, mais bon, ça n'a pas eu lieu. Mais... Non, ça aurait été beau, effectivement. Mais moi, je suis plutôt client du retour d'Aston Martin. Je veux pas les critiquer. En plus, ils ont un beau British Racing Green Ouais, avec carrément. un trio britannique. Bon, c'est pas mal.
Après, tu dis que effectivement, si elle ne gagne pas, peut-être qu'on l'oubliera vite ou quelque chose comme ça, mais Je dis juste que son aura dépendra vachement de si elle gagne au Mans. Oui, ça mais- devient une voiture iconique, ça je suis d'accord. maintenant, à notre époque, il y a aussi la communication. Hmm. Avec Instagram, avec les outils de communication récents, et The Heart of Racing, ils sont extrêmement forts là-dessus. Mm. Ils sont très présents sur Internet, sur les forums Reddit, etc. Ils ont dit, le président de The Heart of Racing a dit sur Reddit, donc qui est quand même un réseau social assez, Personne assez, n'utilise en assez France, hein, qui est pointu, très- voilà, qui- c'est ça. ouais, ouais. A répondu aux fans en disant qu'ils allaient sans doute enlever les mufflers aux États-Unis pour qu'elle fasse plus de bruit, Hmm. la voiture. Hmm. Parce que c'est un fan et ils savent qu'ils ont un produit Ouais. très valuable en fait dans les mains. C'est-à-dire Bankable, quoi, attractif, et ouais, exactement, carrément. exactement. Et moi je pense que c'est en ça qu'on va s'en souvenir. Et si Nissan avait peut-être plus communiqué après, etc., peut-être qu'on se souviendrait plus de l'effort de 2015, clairement. Ouais, c'est vrai que c'est. Oui, comme tu dis, 10 ans après, Nissan aux 24 heures du Mans, nous on s'en souvient parce qu'on l'a vécu ou parce que voilà, on connaît la course, mais d'extérieur, tout le monde a oublié que Nissan a participé au Mans, quoi. C'est vrai que c'est incroyable. Regarde le nombre d'Américains qui pensent que la NASCAR en 2023 a vraiment fait quelque chose aux 24 heures du Mans. Ouais. Parce que les Américains sont extrêmement forts en communication, Hendrix, etc. Donc pourquoi ça ferait pas la même chose avec c'est vrai. The Je suis sûr Heart qu'ils Racing. imaginent qu'ils ont 50 constructeurs qui ont gagné le Mans alors qu'il y a que Ford, quoi. Mais c'est pas grave. Hop, tac, on les replace un peu. C'est bien. Bon, je vous emmène sur une petite dernière question. Quel est le point commun entre les éditions des 24 heures du Mans 1969 et 1998? Ah, 69 ou 98 Ouais, et 98, pardon. que ces deux éditions-là. Alors ça, c'est quand même pointu. Ouais, là c'est pointu. Là on est C'est en termes- c'est en- moins sur le sportif. Ah, parce que j'allais dire, c'est en termes de nombre de constructeurs, non Non, on n'est pas vraiment sur un truc purement sportif, quoi. Ça n'a pas attrait à une performance dans la course. Ah, C'est plus d'accord. lié à ok. l'organisation, voilà, petit détail. Ah non, je t'aurais dit 68, oui, ok, j'aurais compris, mais Ouais, 69 c'est ça, je cherche aussi. Ouais, je vous ai pas emmené sur les éditions qui n'ont pas eu lieu en juin parce que non, Ouais, ça, voilà. vous l'auriez capté direct. Finalement, il y en a du plusieurs. coup, il l'a- C'est pas un truc avec l'heure du départ Bien ou sûr quelque chose que si, comme ça c'est l'heure du Ouais, départ. Ah, bravo. Et donc Ouais, c'était ouais. à 16h parce qu'il y avait C'était Roland Garros 14 heures. ou 14h Ouais, C'était parce qu'il y avait 14 heures. la finale de Roland Garros Ouais. en 98, je me souviens. C'est 98 qui m'ont orienté sur la piste. Voilà, c'est ça. Par contre, 69, je l'avais pas, pour Ah être bah, honnête. 69 en raison des élections présidentielles, ils ont modifié l'heure du départ pour que les gens Ah puissent bah aller pas voter. mal. Ok, ouais. Ok. Et 98, il y avait une couverture télé qui était entre Roland Garros, la Coupe du Monde de foot. Hmm. Donc il avait été décidé que ça soit à Oui. 14h. C'est quand même dingue, hein. Ça veut dire qu'il y a d'autres événements plus forts que les 24 heures du Mans. Ça, c'est quand même costaud parce que les 24 heures du Mans, c'est maintenant assez. Maintenant, on est Important. revenu à l'horaire un peu traditionnel, on va dire, enfin celui des traditionnalistes. Ouais. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Du coup, là, avec ça, je voulais vous emmener, et on va peut-être terminer là-dessus, sur vos petites habitudes, et peut-être que vous puissiez nous balancer des anecdotes aussi, sur vos habitudes d'avant-course, sur est-ce que vous avez un souvenir particulier, c'est pas forcément la première fois que vous êtes venu au Mans, mais un rituel avant le départ. Moi, par exemple, pour vous raconter un peu ma vie, je sais plus si je l'avais déjà raconté ça dans un peut-être. épisode, mais moi j'ai un gros souvenir de 99, où j'étais à fond sur Panos. Je sais que tu vas te foutre de moi, Julien. J'étais à fond sur Panos et les Corvettes. Et donc j'étais en mode maillot de basket de NBA, drapeau américain. Enfin, vraiment, corne de brume. Enfin, j'étais le fan du haut hardcore. niveau, quoi. Ouais. Et donc à chaque fois que les Corvettes passaient, je foutais un coup de corde de brume au Dunlop. Donc, je pense que j'ai fait chez pas mal de monde. Je me suis rangé depuis, pardon, excusez-moi pour ça. Mais voilà. D'ailleurs, c'est un truc typiquement américain parce que la corne de Ah, brume non, mais- qui dans les oui, stands oui. Ah, sonne ouais. le midi, le repas, Alors, c'est les Américains ouais, qui le non, d'ailleurs, oui, c'est ça, c'est 2000, parce que 99, les Corvettes n'étaient pas encore au Mans, donc c'est 2000, ouais, c'est la première année des Corvettes, et donc, et moi j'étais comme un fou, quoi. Quand la Panos a mené au bout de la première heure, enfin, j'y croyais, quoi. Et c'est Voilà. plutôt rituel, malheureusement. Non, bon, T'as gardé la casquette à l'américaine. ouais, je vais plus à la Dunlop avec une corde de brume, mais voilà, c'était si vous aviez un souvenir d'une arrivée comme ça, enfin d'un départ, je veux dire, je te Alors, demande. moi j'ai un petit souvenir un peu comparable au tien. Moi j'ai eu ma période fan Ferrari dans la les vache, années ah ouais. 90, et donc quand les 333 SP sont arrivés au Mans, pour moi c'était juste victoire, quoi. voir Ferrari au Mans, pour moi c'était grandiose. Et donc je venais aux 24 heures avec un drapeau Ferrari. Donc, je pense que j'ai fait ça 2 ou 3 éditions de suite. Là j'étais adolescent. Et donc j'ai un souvenir en 96, en fin de course, d'être avec mon drapeau Ferrari à Mulsanne, à l'agiter à chaque passage de la Ferrari de 22 poules qui était en train de faire une grosse perf. Alors je saurais pas dire exactement, mais ils doivent être, ils sont dans le top 10 et premier proto, je pense. Et donc à chaque tour j'agite mon drapeau, et comme il est en fin de course, qui doit être un peu plus dilettante, il me voit.
Et à chaque tour, il me fait appel de phare, il lève la main à Non. la sortie de Mulsanne. Et vraiment, je sais que c'est pour moi parce que je suis le seul couillon avec un drapeau à l'agiter à chaque tour. C'est Donc génial. vraiment, et il a fait ça 5-6 tours de suite à faire des appels, lever la main. Enfin, pour moi, pour un gamin, c'est juste rêvant. Mais tu sais que ça compte, ouais, mais c'est Et dingue. Hein. suite à ça, l'histoire n'est même pas finie. Je voulais le remercier. Enfin, pour moi, c'était juste génial. Donc, j'avais écrit à Auto Hebdo un courrier en disant si vous le croisez, est-ce que vous pouvez lui remettre mon courrier? Il l'avait fait. Et genre 6 mois après, j'ai reçu des cartes, des posters de Van de Poel Ah ouais. signés. Ah ouais. J'en ai reparlé 20 ans après, il s'en rappelait pas. Mais il C'est l'a. dommage. C'est bon ça. Super cette anecdote, c'est dingue. Et toi, Nico? Bah, oh non, moi pas de rituel lié à une marque ou quelque chose comme ça, mais c'est juste profiter de l'atmosphère dans les tribunes en général. Avant le départ, quand j'étais spectateur, j'aimais bien être dans les tribunes. J'ai le souvenir notamment en 2017, sur le béton, il faisait une canicule. Je crois que j'ai jamais eu aussi chaud de toute ma vie, je crois. C'était impressionnant et il y avait des gens qui faisaient des malaises autour de nous. J'étais avec un copain à l'époque. Et 2017, je me rappelle de ça, la chaleur juste avant, enfin au niveau du milieu de la courbe d'Unlop, là, à extérieur. Et voilà, c'est cette chaleur et mon copain qui avait été nous chercher des oasis là pour nous rafraîchir. Ah, c'est dingue. Et ben moi, en fait, c'est un souvenir. Enfin, c'est pas un souvenir, mais c'est un rituel maintenant que je suis occupé officiellement avec la CO. J'ai la chance d'être sur la grille. Donc en fait, bah, c'est à chaque fois un moment où, ouais, pendant 2 heures, quoi, j'ai l'occasion d'être sur la grille, de chercher un peu les interlocuteurs que je peux avoir. Et je me souviens, tu vois, c'est pas un rituel, mais c'est une anecdote plutôt, d'avoir croisé Gilles de Ferrand. Et tu vois, j'ai la chair de poule en parlant, parce que Gilles de Ferrand, il a toujours été. Moi, je suis très monoplace aussi, en Ouais, plus de carrément. l'endurance. Et il a toujours été quelqu'un de gentleman, quelqu'un qui incarnait vraiment de belles choses et qui avait toujours le sourire. Et punaise, je suis tombé sur lui et je suis tellement fier de pouvoir parler à Gilles de Ferrand. Il y a que moi, à mon avis, hein, qui suis conscient que c'est Gilles de Ferrand. Personne ne l'a reconnu sur la grille de départ. Mais c'est vrai, non, mais carrément, quand il était au Mans, c'est vrai qu'il passait entre guillemets Incroyable. incognito. C'était Et incroyable. tu vois, quoi. et en Ouais. fait, pour rejoindre ta question, mes rituels, c'est vraiment de me préparer à me dire qui est-ce que je vais pouvoir croiser sur cette grille de départ. Et je me fais mon petit plan de bataille. Spoiler, ça ne tient jamais. Ouais, bah, Parce que je tombe sur un mec qui retombe sur un mec, etc. Mais c'est vraiment ce moment-là, en fait, que juste avant la course, j'ai la chance de vivre ce moment-là. Et les gens qui sont sur la fan zone peuvent suivre ce que je fais parce que je suis en direct pendant 1 heure, je dirais. Et voilà, micro à la main. Et je fais un peu, c'est pas le micro-trottoir, c'est le micro-grille, quoi. Ouais. Et donc voilà, ce souvenir avec Gilles de Ferrand, c'était incroyable de force. J'ai eu aussi, parce que j'aime bien la NASCAR, et t'en parlais tout à l'heure, l'occasion de tomber sur Jeff Gordon, Jimmy Johnson et je sais plus quel était l'autre pilote qui était à côté, peut-être même Rick Hendrick, je sais plus. Et personne ne les calculait, personne ne les connaît si tu veux. Et moi j'étais là, je vais les voir, je leur dis bah alors qu'est-ce que ça vous fait d'être au Mans, etc. Et voilà, et c'est ce moment-là de partage qui fait que ouais c'est un moment fort quand même. Vraiment moi, c'est même plus fort que toute la course finalement. Ce rôle-là d'être sur la grille de départ et de faire le reporter, c'est super. Putain, c'est beau. Ah bah écoute, je suis content d'avoir réussi à avoir des anecdotes comme ça inédites. J'espère retrouver carrément. des extraits de tout ça pour les mettre peut-être sur internet si j'ai l'occasion, parce que quand même une anecdote et après j'arrête. Ah vas-y, promis. vas-y, distribue. 2018 je crois, il y a quand même Jackie X et Sébastien Ogier qui sont face à face et moi je suis au milieu en train de les interviewer et de faire le parallèle entre les deux et de les faire se rencontrer. Ils se connaissaient hein, évidemment, mais j'ai trouvé ce moment magique quoi. Franchement c'était quelque chose de fort d'être entouré de deux champions Ok. comme ça et d'univers différents mais qui se retrouvaient bah voilà avant une course mythique comme celle-ci. Donc voilà, il y a des moments forts comme ça passe un peu inaperçu, ça s'adresse vraiment à des passionnés et aux fans, si vous en faites partie justement, auditeurs d'Endurance Club, et bien de gens qui sont sur les fan zones. Je pense pas, parce que au moment du départ, c'est plutôt comme tu disais Nico, d'être dans les tribunes. Mais c'est des moments assez importants quand même. Bon, eh ben c'est top. Moi Voilà. je suis content de cet Ça va, épisode. t'es content de cet épisode? Ouais, il était bien ce petit jeu. Et on n'a pas fait si long que ça, tu vois, on est arrivé à notre heure et demie hein, quand même. Ouais, j'ai pas sorti toutes les questions hein, parce que bon. Mais on fera un deuxième numéro. J'avais des trucs un peu plus. En fait, c'est marrant parce que vous avez vraiment, avec vos anecdotes, avec vos réponses après, mélangé d'autres trucs. Tu vois, j'avais une question. Si je vous fais celle-ci pour conclure. Quand même. Ah. Quel est le point commun entre Bruno Senna, Jamie Davis, Ukyo Katayama et, bah, quand je vous donner le dernier prénom, vous avez capté, Michael Schumacher. Ah bon?
Meilleur tour en course. Le meilleur tour en course. Ouais. Ah, c'est dingue. Donc Bruno Senna, meilleur tour en course en 2020. Celui-là, faut le sortir, celui-là. Ah oui. Jamie Davis 2004, Uko Katayama 99 et Michael Schumacher 91. Eh ben, tu vois, j'aurais jamais dit que Bruno Senna avait fait le record avec Et la tu vois, Rébellion, c'est je ça? voulais vous emmener sur la performance sur un tour. Donc tu vois, c'est marrant, c'est la première question. Sur Mark Blundell sur 90. Enfin, moi, je sais que mon père m'a longtemps parlé de Philippe Alliot, les exploits avec la Peugeot. Tu vois, enfin, Bien sûr. c'était la légende, quoi. Donc voilà. Mais à l'époque, il y avait vraiment cette envie-là de faire la pole et je pense qu'on l'a retrouvé. Ah bah maintenant avec avec Liverpool, on l'a l'hyperpole. retrouvé. Ouais, là c'est le meilleur tour en course. Schumacher. Oui, pardon. Oui. Non, mais là, c'était je sur le rebondissais côté. sur le- C'est ouais, vrai que tour le meilleur emblématique. tour en course a quand même assez peu de valeur en 24 heures du Mans, Ouais. parce que ça dépend beaucoup du Ouais. moment Ouais. dans lequel tu es dans la voiture. Donc souvent C'est c'est au vrai. petit matin, c'est le pilote qui est au C'est bon vrai. moment, au bon endroit et qui C'est vrai. fait le meilleur tour. Donc je pense que la valeur, il faut pas lui donner. Oui, plus de comparé valeur au que ça. tour qualif qui reste une C'est ça, performance, exactement. une performance beaucoup plus marquante. Ouais. Même Ouais, si carrément. on disait toujours en endurance, le meilleur tour, c'est pas très important, mais ça devient de plus en plus important d'être bien placé sur la grille pour éviter tout problème, hein, quand même Ouais. au premier virage ou dans le premier tour. Bon, mais c'était un plaisir voilà. en tout cas. On y sera arrivé à notre heure et demie. Merci beaucoup, messieurs. C'était super encore une fois. Donc, Julien Ergaud, on va suivre Classic Media avec grand intérêt évidemment. C'était bien. J'espère que tu as apprécié. Ah bah merci Anthony, merci Geoffroy pour l'invitation, c'était super et je pense qu'on a encore beaucoup de sujets à balayer sur l'historique, donc si, Faut faire un autre. si vous êtes partant, si vous êtes chaud, je pense qu'on aura l'occasion. Puis merci Nicolas, c'est toujours un plaisir. Ah ouais, Nicolas Pascal, vraiment, bah voilà, on sait que tu es rédacteur de sport mécanique en général, et puis comme tu es plutôt sensible à l'histoire, bah voilà, avec Geoffroy, on s'est dit que tu étais un bon client justement pour être avec nous. Bah, merci beaucoup, c'est un grand honneur, ça me fait plaisir. On s'est tous rencontrés aux 24 heures du Mans, donc c'est vraiment sympa. Si vous avez des quiz, des trucs comme ça, n'hésitez pas, hein, ça peut être sympa. Ah bah voilà. J'adore jouer, donc. Eh bah voilà. parfait, et puis Merci Julien aussi. Hein, Bah oui. Des anecdotes, les partages et tout. Et puis bah, pour les auditeurs, évidemment, n'hésitez pas et n'oubliez pas de mettre j'allais dire le pouce bleu, mais non, si on peut, ça, sur Si, bien YouTube, sûr, on est aussi sur YouTube. On peut. Mais on essaiera de filmer à l'avenir, mais voilà, c'est un petit peu plus compliqué en termes de logistique. Et puis les étoiles, évidemment, sur les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas non plus aussi à nous dire vos ressentis sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des questions ou des envies, justement, de pouvoir avoir des quiz, et ben voilà, dans l'Endurance Club, on est un petit peu tout terrain, finalement, mon cher Geoffroy. Exactement. Si vous avez envie d'avoir des photos dédicacées d'Eric Van de Poel ou des trucs comme ça, vous envoyez les courriers, puis on fera suivre. On fera les appels de phare et pas de soucis. Ouais, c'est ça. Merci Geoffroy, encore un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, hein, évidemment, pour continuer nos épisodes hebdomadaires sur l'Endurance Club pour débriefer donc de cette endurance moderne pour le coup, Ouais. que ce soit ELMS, WEC, etc. On a fait un petit saut dans le temps et un petit saut aussi au moment où l'épisode sort, parce que voilà, nous on s'est retrouvés en février, mais cet épisode sort un petit peu plus tard. Donc c'était un plaisir. Merci beaucoup Geoffroy. Plaisir partagé et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Salut.